Bonsoir, merci d'être des nôtres. 4 sur table, 21h-23h. C'est mardi exactement le 24 novembre 2020. 2 thèmes, 5 invités ce soir. D'abord, nous parlerons de la stratégie nationale de développement. Doit-on y croire? Vous le savez, le gouvernement camerounais a donc présenté cette nouvelle stratégie économique. Il s'agit de mettre en place les conditions favorables à l'accumulation de la richesse et veiller à obtenir des modifications structurelles indispensables pour l'industrialisation du pays. Le gouvernement, à travers cela, envisage un taux de croissance du PIB autour de 7 à 8% en moyenne sur la période 2020-2030. C'est l'un des objectifs. On en verra d'autres. Et on espère qu'avec nos téléspectateurs, du moins nos invités ici ce soir, on pourra mieux comprendre ce déploiement-là autour de cette stratégie. Le deuxième thème portera sur ce mouvement du barreau du Cameroun. Vous le savez, le barreau du Cameroun a annoncé une suspension de port de robe pour dénoncer les violences policières. C'est une décision prise par le Conseil de l'ordre. Et cette décision, en principe, si les conditions à remplir par les pouvoirs publics ne le sont pas, cette décision sera mise en œuvre entre le 30 novembre et le 4 décembre 2020. On va donc s'interroger sur les enjeux de la suspension de la robe noire par le barreau du Cameroun. Les invités, Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Dubitin, et merci d'inviter sur votre plateau le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour débattre, n'est-ce pas, de cet épineux problème, de ce problème important, puisque nous sortons, n'est-ce pas, d'une autre vision, d'une autre vision pour le développement qui a échoué. Et maintenant, on nous présente une autre. Je crois que nous aurons le temps, n'est-ce pas, de donner notre point de vue dessus. Donc, je vous remercie de me faire l'honneur de cette invitation. Vous êtes là pour le compte du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto. DJ Imko, bonsoir. Bonsoir M. Dibita, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je dis bonsoir à mes copanélistes. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, surtout partager un sujet qui me paraît assez important dans la mesure où toutes les économies dans le monde aujourd'hui sont influencées par les questions de changement climatique. Vous êtes du FSNC, le Front du Salut National du Cameroun, de Issa Tchouma Bakari. Tout à fait. Merci de nous renouveler votre amitié. Georges Mekabe Solo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dibita Tongo. Vous êtes du PCRN, davantage directeur Afrique du Fonds d'investissement agricole, ingénieur agronome, expert des questions financières. Merci d'être là. Le PCRN, bien sûr, c'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral-Libye. Et puis, l'expert ce soir, c'est Martin Ombarzing. Il est économiste banquier. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Dibita. Bonsoir à tous mes copanélistes qui sont avec moi sur le plateau. Et puis, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être de nouveau sur ce plateau pour également cette amitié renouvelée. D'un moment à l'autre, Joseph Boutouzé va nous retrouver sur ce plateau. Il est spécialiste des questions de management, non moins militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il sera là d'un moment à l'autre, mais je veux dire, on aurait pu en débattre. Ce n'était peut-être pas spécialement menu, mais j'aurais bien souhaité prendre votre réaction sur ce qui se fait au niveau de la CAF, le football. Un mot, Georges? Il y a eu une évaluation d'une commission d'éthique qui, au vu de ces contrôles, a relevé, selon le rapport, des violations de leur code d'éthique et de bonne gouvernance et a pris des sanctions adéquates. C'est à cela qu'on doit s'attendre pour la bonne marche d'une organisation sérieuse. Ok. Martin Bazin. En fait, vous savez que les problèmes concernant la FIFA et les fédérations, surtout africaines, ont donné déjà une habitude d'une danse qu'on ne pourrait déterminer aujourd'hui. Tout ça ne me paraît pas être très sérieux. À quelques jours des élections, à quelques mois des élections, c'est pas sérieux. On n'y croit même pas. Tout ça, c'est pas juste, c'est pas sérieux. Écarter quelqu'un comme ça parce qu'on ne veut pas qu'il se représente, pour moi c'est déloyal. Donc la FIFA... Même si les arguments paraissent vous savez les arguments de la FIFA, vous savez,
tout ce qui s'y passe. En fait, moi, je ne fais plus confiance à personne à la FIFA. Il peut être incriminé aujourd'hui, mais qui peut dire que si on ne fait pas un audit de sa gestion, il ne sera pas aussi tenu? Bon, il est clair qu'ils ont des problèmes en interne et que le président actuel de sortant n'avait plus les faveurs de la FIFA. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les décisions qu'il prenait ou les orientations qu'il prenait n'étaient pas en adéquation avec celles de la FIFA. Bon, le monde ne va pas s'arrêter de bouger. Les bis de Petit As, on continue le enfin, ça ne fera rien. Il y aura le CHAN, il y aura la CAN, puis il y aura les Coupes du Monde et tout ça. Bon, c'est bis repetita en tout cas. Emmanuel Kounié. Oui, je n'ai aucun respect pour ce que font les acteurs du football. On a vu eux tous, ils sont plus ou moins corrompus. On a vu les Platini et tout le monde là. On a vu comment ça se passe là-bas. Donc c'est un milieu où les gens ont trouvé de l'argent facile. Et puis, vous savez, quand vous gagnez de l'argent très facilement, ça donne ce que nous voyons là. C'est tout le monde, c'est la course à l'argent, etc. Donc dire que Ahmad est corrompu, bon, on peut le dire, hein, et ça peut être vrai, mais ce qui est vrai, c'est que le milieu lui-même n'est pas assaini. C'est un milieu corrompu. Et puis il y a la présomption. Ouais, et puis c'est partout ailleurs, même au Cameroun, hein, vous voyez la fédération Cameroun de football, tout est sens dessous. Donc je pense que cette affaire-là est très compliquée. Moi, je crois que le football doit revoir son organisation, revoir ses textes pour que ça soit un peu plus stable. Parce que tout le monde là-bas, chacun là-bas, on peut trouver les moyens pour pouvoir dire que n'importe quel membre de cette organisation-là a violé, n'est-ce pas, les codes d'éthique, etc. Donc moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Et puis, je suis d'accord avec M. Mbazing que quand les élections arrivent et que les gens développent, n'est-ce pas, des comportements de cette nature, bon, il y a lieu de s'interroger. Yéhim quoi? Oui, je réagirai à bout pour point en disant que le football, en particulier, et en général le sport, est le creuset des valeurs d'éthique, de déontologie, de moralité. Ben, il faut dire ici qu'Ahmad est emporté par la mafia de la finance internationale. Je suis tout à fait d'accord avec mes illustres prédécesseurs qui disent que c'est un milieu assez, moi je ne dirais pas pourri, c'est une nébuleuse. Donc, lorsque vous gênez, lorsque vous devez un obstacle, on vous gère comme on gère un obstacle. Malheureusement, je ne sais pas si M. Ahmad, lorsqu'il y allait, en bousculant notre compatriote Ayatou, avait bien compris le système. Malheureusement, lui-même, il est en train de partir les pieds devant. Mais ce que je vais dire, c'est surtout l'image de l'Afrique qui est cornée. Avant lui, il y a eu, je crois, Lamine Seck, le président de la Fédération mondiale d'athlétisme, qui aussi est parti. Il faut dire quand même que sur le plan mondial, depuis Yao Avalanche, qui est longtemps resté à la tête, Blatter est parti au terme d'un scandale. Platini, après sa Coupe du Monde, France est rentré également dans ce... Oui, moi je vais... Infantino est arrivé dans un contexte plus ou moins compliqué. Permets-moi un plaidoyer pro domo, que je parle de mon continent, pour dire qu'il faudrait que l'Afrique comprenne que sa décolonisation n'est pas arrivée à terme et qu'elle prenne en main son football. Qu'est-ce qui a chaque fois d'être affiché comme ça par des mauvaises images? Moi, je trouve cela, la sortie de M. Ahmad, un peu alambiquée, parce que c'est l'image de l'Afrique qui est assez affectée. D'accord. Joseph Botouzé, bonsoir. Oui, bonsoir Dipita. On a commencé juste un petit commentaire pour entrer dans les thèmes plus sérieux ce soir. Sur les questions de football et ce départ, j'ai failli dire au forceps de Ahmad. Non, mais ce n'est pas un départ au forceps. C'est-à-dire que la sentence qui est arrivée, je crois, avant-hier. Hier, oui, qui est arrivée hier ou avant-hier. Il y a quelques heures. Voilà. Était déjà prévisible parce que nous savons tous que le président de la CAF avait déjà fait l'objet d'une interpellation à Paris. Et nous savons que cette décision était déjà enveilleuse, elle était même déjà là, mais elle n'était pas encore exécutoire. Donc ce n'est pas quelque chose qui surprend, les faits étaient là. Lorsqu'on l'a suspendu à Malte, on n'est pas allé sur du fantasme,
Mais on a bien précisé les raisons pour lesquelles il a été suspendu, en donnant notamment les articles qu'il a violés. On parle ici de l'article 15, le devoir de loyauté, l'acceptation et la distribution des cadeaux, article 20, pèlerinage à la Mecque, voyage personnel. Vous voyez, lorsque vous êtes présent à la CAF et vous prenez des gens parce que vous êtes musulman, vous les amenez à la Mecque. Dans les débats quotidiens, beaucoup, sous réserve évidemment de ce que le rapport d'éthique, qui n'est pas encore entièrement publié, pourrait dire, beaucoup pensent que sur la question Cameroun également. Bon, oui, ça peut être le cas parce qu'il semblerait que lorsqu'il a décidé de repousser la date de la CAN et de piétiner un peu sur les gloires de la Côte d'Ivoire, il a pris ses décisions de façon unilatérale pour contenter le Cameroun. C'est pas parce qu'on est un Camerounais, s'il l'a fait, c'est pas bien. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des faits sur lesquels la commission de discipline s'est assise pour prendre cette décision. Ça ne peut pas être ce ne sont pas les faits aussi, qui lui sont reprochés. Ça ne peut pas être. Oui, ce sont ces faits. Pas sur le Cameroun, pas sur la décision. Non, je ne dis pas sur le Cameroun. Non. Je dis si ça s'avérait même que c'est tel que les gens le disent, on devrait considérer ça comme un trafic, comme un abus de pouvoir, un abus de position dominant. Bon, vous voyez. Donc, moi, je pense davantage que le président Ahmad a peut-être péché par naïveté. Il n'a pas suffisamment été préparé pour occuper cette fonction de ces niveaux. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut rentrer dans un certain niveau de responsabilité sur le plan du management, en politique, en football et tout ça, il faut être bien préparé, il faut faire ses classes. Et c'est peut-être pour cela que le président Paul Biya a dit au président François Hollande que ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et c'est peut-être dans ce sens que le compatriote Issa Yatou, lui, il a pu faire 29 ans à la tête de la CAF. Donc davantage, il faut que les gens apprennent à faire leur classe pour, une fois arrivés à des hautes fonctions, qu'ils puissent avoir la mesure de ces hautes fonctions pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Ok. On va donc prendre tout de go le premier thème de ce soir, stratégie nationale de développement, doit-on y croire? Ça permet peut-être de dire d'abord un mot de là d'où on vient, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a fait ses 10 ans, 2010-2020. Peut-être forcément sans rentrer dans les détails, parce que ce serait tout un thème, pour ne pas prendre tout le temps d'émission. Martin Bazing, au regard du bilan que l'on peut se faire du DSCE, y avait-il lieu d'un recadrage, d'un reparamétrage ou une nouvelle stratégie sur la base des éléments nouveaux? Celle-ci va de 2020 à 2030. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce document qui mettait en exergue la stratégie pour une meilleure gouvernance économique de notre pays est arrivé à son terme. Du bilan qu'on peut en tirer, c'est que tout n'a pas été bon. Les résultats attendus en termes de croissance économique n'ont pas été atteints. C'est-à-dire que nous avons normalement attendu 5,5 pour de croissance, on n'en a eu que 4. Au niveau du chômage, le sous-emploi se situe à hauteur de 70%. Le chômage en lui-même est de 10%. En termes de croissance par secteur d'activité, on constate que le secteur primaire n'a pas été à la hauteur des résultats attendus, y compris le secondaire. En revanche, on a constaté que le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, sont le seul secteur à avoir dépassé son objectif. Cela veut tout simplement dire que cette stratégie, ce document stratégique pour la croissance et l'emploi, était
insuffisant. Insuffisant parce que il me semble qu'il n'est pas sorti des canevas habituels. C'est-à-dire que l'impression que moi j'ai, c'est qu'on peut en écrire 10 documents comme ça, on ne sortira pas de la pauvreté. Donc l'essentiel dans ce document était deux choses, la croissance et l'emploi. Est-ce que le niveau de croissance attendu a été atteint? Non. Est-ce que le chômage a été atteint? Non. Est-ce que le taux de pauvreté a été atteint? Non. Mais je ne peux pas dire que c'était un document qui n'a rien servi. Ce que je pense, c'est qu'il faut recadrer. Il faut recadrer et être concis. C'est-à-dire que ça peut être une boussole, mais après la boussole, il faut un chronogramme. Parce que, même en ce qui concerne la stratégie nationale de développement, c'est un document intense, mais il paraît trop confus. Alors, ce qu'on devrait plutôt faire, c'est de dire que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous allons étaler ces choses-là par séquence. Et des séquences qui ne sont pas trop longues. Vous voyez? Donc, séquence à la... Pour reprendre la 3 ans. Vous savez, non, même pas 3 ans. Vous savez que dans les... Programme Traîneau. Oui, parce qu'en réalité, vous savez, avoir la visibilité sur une affaire, sur 3 ans, déjà, c'est déjà pas simple. Dans les métiers de la banque, on demande toujours les DSF sur 3 ans. Vous faites un business plan sur 3 ans. Déjà 3 ans, la 3e année, c'est pas toujours évident. Bon, dire que vous allez faire une forme de business plan pour un pays pour 10 ans, pour 15 ans, c'est extrêmement lourd. Donc moi, je pense que ce document, c'est une boussole. Mais après la boussole, il faut quelque chose avec le chronogramme qui permet d'avoir ou de décanter le rythme d'exécution. C'est pas parce qu'on va dire qu'on va faire de l'école partout qu'on pourra faire l'école partout. C'est-à-dire que si c'est pour l'école, on va dire, OK, les 3 ans, nous allons faire les écoles dans 2 régions. Au bout des 3 ans, on va faire dans 3 régions. Et il faut mettre un chronogramme. L'absence de chronogramme fait qu'au final, on a l'impression que ce document n'a rien servi, alors qu'il a servi, il a permis de maintenir le niveau de croissance. Ça, il faut le dire, à travers les travaux, les projets structurants. Sans cela, le bâtiment, les projets structurants ont permis quand même de maintenir ce niveau de croissance que beaucoup nous envient aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce n'était pas un document inutile. Ce document a été utile pour le pays, mais son utilité n'a pas été suffisante. Simple recadrage. Didier Imkwa. Député Tango, vous savez très bien que je ne suis pas un économiste. Supposez que vous posez la question à un Camerounais qui vit dans un pays réel. Si je vais secteur par secteur au jour d'aujourd'hui, quand je prends l'énergie, est-ce que la qualité d'énergie que nous avons aujourd'hui est bonne? C'est non. Quand je prends le transport, est-ce que la qualité de service de transport est bonne? Je dis non. Si je prends même l'agriculture, et si je m'en tiens au discours du président de la République, qui depuis le congrès des Boulevards, nous parlait de l'agriculture de 2e génération, est-ce que nous y sommes? Je dis non. Si je prends le problème d'énergie, je l'ai déjà cité, le transport, je l'ai cité, l'eau. Est-ce que la qualité de l'eau que nous avons aujourd'hui est une bonne qualité? Je dis non. Moi, je pense que c'est le professeur Bekolo qui disait souvent qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres, mais si le développement ne suit pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas une bonne redistribution de ces flux de la croissance, ça va rester au niveau que ça va rester. Je pense qu'on est là face à une situation, comme disait Joseph Stiglitz, le prix des inégalités. Il y a un réel problème. Je ne voudrais pas citer ce document dont je n'ai pas la maîtrise, mais les effets que je ressens me démontrent à suffisance que ce document nous a servi à rien. Vous comprenez? Peut-être à un autre niveau, peut-être à rembourser les dettes extérieures, mais au niveau du peuple, on ne ressent pas quelque chose, on ne ressent pas une amélioration, peut-être continue. La vie est très très dure. Si vous voulez, je vous cite les prix des denrées que nous avons sur nos marchés. On continue jusqu'à aujourd'hui à importer à près de 800 milliards de francs de nourriture à l'étranger. C'est des chiffres que vous pouvez rencontrer dans les littératures des livres économiques. Donc je crois que ce document, l'ODS, ce qu'on appelle le SCE là, vraiment, si je m'en tiens au discours des autres agrégés d'économie qui disent que ce document n'a servi à rien. Maintenant, si je reviens à un discours, parce que j'ai lu quand même ce nouveau document sur la stratégie nationale,
On parle beaucoup de développement durable, de développement participatif. En fait, qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui satisfait, qui a mesure de satisfaire les besoins des générations actuelles sans toutefois compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Et pour y parvenir, il y a 3 principes. Il y a le principe participatif, c'est pourquoi on parle dans ce document du développement participatif. Il y a le principe de responsabilité, il y a le principe de solidarité. Si vous allez partout au Cameroun, vous verrez que ces 3 principes-là ne sont pas respectés. Et si je m'en tiens à des dates, parce que là aussi, il y a eu des dates. À la veille de la COP 21, en décembre 2015, le président Biya a pris un certain nombre d'engagements. Il a dit, je crois que c'était à Paris, que le Cameroun devait réduire ses émissions de gaz à effet de 32% sur la base de 2010 d'ici 2035. Nous étions en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Est-ce qu'on peut avoir le bilan de 5 ans? Parce qu'entre-temps, les changements climatiques qui affectent tous les secteurs d'activité, à savoir le transport, la santé, le sport, l'énergie, l'agriculture, lorsque vous regardez tous ces secteurs d'activité-là aujourd'hui, est-ce que, M. Dipita, est-ce que vous êtes capable de me dire exactement si les prescriptions présidentielles ont été respectées? Je vous dirais qu'à mon nom. Moi, j'ai vu quelque chose d'ahurissant, d'horripilant, que pendant que le chef de l'État dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de 32%, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme de péréquation. Plus vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, mieux vous avez la chance de capter les ressources financières au niveau international pour financer les projets bas carbone. Est-ce qu'on l'a fait? Moi, j'ai regardé Eneo, qui, pendant presque 3 ans, a continué de construire les centrales thermiques. Et plus grave, on est allé au fin fond du sud. Là, il y a une quantité immense de biomasse, construire une centrale thermique diesel solaire. Diesel solaire en plein région du sud. Là où il y a une forte quantité de biomasse. Ce qui est vraiment en porte-à-faux avec le discours du chef de l'État. Moi, je pense que mon discours peut vous surprendre. Parce que je suis du FSNC qui est proche du pouvoir. Mais il faut à un moment marquer une démarcation entre la politique publique telle que définie par le chef de l'État et l'action publique. Pour dire exactement, pour ne pas chercher à justifier ce que les gens font sur le terrain, qui vont à contre-courant du discours présidentiel. Un mot sur la sortie du DSCE. Bon, je crois que d'entrée de jeu, nous avions dit que ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi ne pouvait pas plus de le faire escompter, pour plusieurs raisons. Les gens, ceux qui ont conçu ce document, et on a suivi le ministre des Finances, qui était le ministre du Plan à l'époque, nous parlait de la massification des investissements. C'est-à-dire qu'il fallait faire des investissements massifs en espérant que ça devait permettre, n'est-ce pas, à faire une redistribution de revenus et bien évidemment permettre de relancer l'économie, n'est-ce pas, par la consommation. Mais la vérité, c'est que c'était l'approche keynésienne. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas possible. Ça ne peut pas se faire dans un environnement ouvert. Parce que Mitterrand l'a essayé en son temps, mais il s'est rendu compte que justement, il y a ça, augmenté le pouvoir d'achat un peu en France, mais les Français sont mis à consommer les produits d'une autre économie. Ils ont acheté beaucoup plus de produits allemands qui étaient plus compétitifs. Donc quand vous ne pouvez pas être dans un environnement comme celui-ci et penser que des théories qui ont été mises en place en d'autres temps peuvent être transportées en toutes pièces et n'importe comment. Donc c'était déjà une faute de penser qu'en créant des investissements massifs, cela pourrait permettre, au terme d'un certain délai, de permettre aux citoyens d'avoir un pouvoir d'achat et qu'on devait lancer l'économie par la consommation. Bien évidemment, ça n'a pas marché. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que même cette massification des investissements a été une faute parce qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on lançait presque une vingtaine de projets à la fois. Et malheureusement, on s'est retrouvé face à des chocs. Chocs sécuritaires, chocs pétroliers. Il y a eu la chute de coûts de pétrole, il y a eu Boko Haram, il y a eu les crises anglophones. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire ces projets jusqu'à leur terme. Ils sont lancés dans des prêts non concessionnels à l'emporte-pièce. Ils sont allés même acheter les eurobonds en 9% pour financer des projets de cette nature-là. Alors que, avec les prêts concessionnels, les intérêts sont en dessous de 1%.
Alors, ce qui fait que ça a plombé complètement, n'est-ce pas, le budget du Cameroun, puisque la dette du Cameroun s'est agrandie, et on s'est retrouvé dans un budget de près de 4,5 milliards, une dette publique de près de 1 000 milliards. Ça veut dire que vous avez près de 4 quarts du budget que vous remettez dans la dette. Et puis, ils sont mis à faire des emprunts. Et quand vous regardez la nomenclature du budget, quand vous regardez le budget lui-même, vous allez vous rendre compte que la masse des emprunts au cours de l'année correspond plus ou moins à la masse des dettes. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans un effet de boule de neige où on prête pour rembourser. Et en ce moment, les intérêts qu'il y a sur les prêts fait que la dette augmente. Aujourd'hui, nous sommes à près de 10 000 milliards sur un PIB de l'ordre de 24-25 milliards. Ce qui fait que peut-être les gens diront que ce n'est pas énorme, puisqu'ailleurs les gens font même 100%. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le volume de la dette qui dérange. Ce qui dérange, c'est la qualité de la dette. Parce que quand le service de la dette est très élevé, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc, on a ce document de stratégie pour la croissance de l'emploi et devait fatalement échouer. Et puis, quand ça a commencé à échouer, ils ont encore créé une autre situation, les plans d'urgence. On ne peut en finir. Plan d'urgence jeune, plan d'urgence pour le septentrion, plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Ils sont fourvoyés et bien évidemment, ils se sont cassés la figure. D'accord. Avec vous, on va peut-être progresser dans cette démarche. Je veux dire, Joseph, au regard quand même du plan, l'un des éléments forts du DSCE, c'était, du moins dans la perspective de la relance, il fallait restructurer notamment les questions énergétiques. On a vu la construction d'un certain nombre d'infrastructures à ce sujet. Il y avait le volet route, transport, pour l'écoulement des produits, marchandises que nous produisons. Peut-on dire définitivement, comme ça semble être le cas ici, que ces stratégies étaient un échec total ou alors c'est un résultat mitigé? Oui, moi je partirais pour un résultat mitigé. Oui, parce que avant même d'arriver au niveau des plans, c'est-à-dire que ce soit du DCE ou bien du SND30, je préfère abréger, tel que l'opinion, l'écoute plus. Si nous partons d'abord les deux, ce ne sont que des plans. Et tous ces plans-là découlent d'abord d'une vision. Voilà, c'est-à-dire on implémente ces plans pour satisfaire la vision. Et le président de la République Paul Biya est élu depuis sur la base de cette vision. Et c'est quoi cette vision? Cameroun, un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Voilà, c'est-à-dire que la finalité de tout ça, c'est pour qu'à l'horizon 2035, nous soyons un pays émergent, un pays démocratique et un pays uni dans sa diversité. Voilà la vision du président de la République. Bon, moi, je ne commande pas des visions qui viennent d'ailleurs ou bien des visions des autres. Bon, maintenant, est-ce que nous évoluons vers la vision du président de la République? Parce qu'il faut regarder à chaque fois si la mise en œuvre du DSE a permis d'avancer vers cette vision qui voudrait donc que le Cameroun soit ce que j'ai défini là dans l'horizon 2035. Sur l'émergence du Cameroun, nous voyons que beaucoup de choses nous indiquent que nous pouvons véritablement atteindre l'émergence là à l'horizon prescrit. Parce que les choses les plus fondamentales pour un peuple de s'émanciper, de se développer, reposent 1. sur l'éducation, 2. sur la santé, voilà, et 3. sur le niveau de vie global, ce qu'on appelle le PIB. Bon, voilà. Est-ce que nous avions des signaux qui peuvent nous indiquer que nous sommes, oui ou non, sur la bonne voie? Je ne voudrais pas m'attarder sur les réponses du gouvernement. Je voudrais un peu aller vers les partenaires multilatéraux qui ne sont pas seulement les partenaires du Cameroun. J'étais déjà sur ce plateau, M. Dipita, lorsque je vous avais dit que le dernier classement du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui classait les pays d'Afrique suivant ce qu'on appelle l'indice de développement, qui tient donc compte des 3 paramètres que je venais de vous citer et que je peux reprendre ici, qui sont les niveaux d'éducation, les niveaux de satisfaction des besoins en santé et le niveau de PIB. Le Cameroun, sur les 54, n'est pas premier, n'est pas deuxième, est quand même 20e. Mais ce qui est d'autant plus surprenant dans ce document, c'est que nous voyons que des pays
pour lesquels on nous a souvent bourdonné les oreilles, principalement des pays comme le Rwanda, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Tous ces pays sont derrière le Cameroun dans le classement du PNUD en 2019. C'est comme des signaux, c'est des indicateurs importants qui montrent quand même que le gouvernement de la République est sur une voie qui veut véritablement amener le Cameroun vers l'émergence. Ça, c'est d'un. Bon, maintenant, la deuxième chose, pays démocratique. Maintenant, évaluons le niveau de démocratie du Cameroun. Nous sommes dans un pays où, fondamentalement, il y a les libertés individuelles, les libertés sont respectées. De façon claire, nous sommes dans un pays où l'activité partisane politique est à son comble, avec plus de 300 partis politiques, où les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est des indicateurs quand même qui a même si c'est un pas niveau de forcément la démocratie vie de quelques partis appréciable. politiques et des avocats. Parce que monsieur Dipita, la dernière élection présidentielle à Cameroun, la participation de 9 candidats. Vous êtes au Cameroun, hein? Voilà. Les gens vous nous suivent, il ne faut pas raconter des histoires qui ne tiennent pas. Merci, Joseph. Bon, maintenant, le troisième élément, vous enseignez les gens dans la maison, uni dans sa diversité. Voilà. Nous avions connu un pays où des gens aimaient... Ce sont les éléments de cette stratégie-là. Bien sûr, aimaient vivre. Parce que c'est ça que toutes les stratégies que le gouvernement va mettre en place pour poursuivre l'idéal que je suis en train de vous développer là. Et je suis en train de vous dire que il y a des éléments exogènes à cette planification qui sont donc venus plomber l'allure que l'État du Cameroun a voulu donner, et notamment les crises sécuritaires qui sont arrivées avec la guerre de Boko Haram, avec le mouvement des Séléka et tout le désordre qui est créé dans la région de l'Est. Et plus gravement, depuis 2017, avec les mouvements que nous connaissons tous dans le Nozo. Vous voyez donc, nous étions au moment du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dans un environnement stable. Et maintenant, la mise en œuvre donc de ce plan se poursuit donc dans un environnement qui devient totalement instable. Et compte tenu donc de l'évaluation qui a été faite du DCE, on met donc en place le SN30. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que si le DCE avait atteint les objectifs qui lui ont été fixés, hein, ça n'allait pas, on allait peut-être poursuivre dans la même lancée, mais le programme actuel vient donc corriger ce que le DCE n'a pas pu faire en tenant donc compte du nouvel environnement actuel qui est instable. Alors Georges, dès lors, quand on regarde donc la nouvelle stratégie qui est mise en œuvre, évidemment, dans le libellé, lors de la présentation de ce document, le gouvernement dit l'accumulation de nos richesses, donc il faut les répertorier, il faut certainement les exploiter, et en mettant au centre de l'action ce qu'ils appellent le MIC, le Made in Cameroun. D'ailleurs, l'avant-projet de loi portant budget 2021 qui est en étude en ce moment donne un espace assez important au Made in Cameroun. Est-ce qu'on peut être serein? Est-ce qu'on peut être confiant si on fait une lecture diagonale de cette stratégie quant aux atteintes des objectifs à 2030? Je dirais que globalement oui, et même pour revenir sur le DSCE, le DSCE quand même, il faut le saluer, a constitué un shift de paradigme. Nous sommes partis de stratégie de réduction de la pauvreté à une stratégie de création de richesse. Et pour réduire la pauvreté, il faut bien évidemment créer de la richesse. Pour ma part, c'était une bonne vision, mais elle a rencontré des difficultés au niveau opérationnel. Et ces difficultés commencent bien évidemment et vont se poursuivre, même dans ce SND 30, si ce n'est pas pris en compte. Les retards d'exécution. Et encore une fois de plus, même dans le SND 30, les risques les plus élevés ne sont pas l'absence de financement. Dans le chapitre 7, à la page 123 de 231 documents, l'État lui-même relève les retards
dans l'exécution des projets agricoles, retard dans l'exécution des projets d'infrastructure énergétique. Et c'est là où c'est inadmissible. Parce que lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un président de la République a donné une chaîne de commande pour le développement d'une nation, il n'est plus admissible qu'il y ait des retards. Et pour cela, il faut réorganiser, pour ma part, l'équipe gouvernementale. Il faut la transformer en un bataillon d'intervention rapide économique. Ramener certains ministères au niveau de la présidence qui devraient tenir des réunions au quotidien avec le chef de l'État parce que c'est de là que l'impulsion la plus forte existe pour tout pays qui veut rattraper le retard et accélérer son développement. Donc, dans ce SND 30, il y a de très bonnes idées, mais encore une fois de plus, le plus grand défi, c'est l'opérationnalisation de ces idées. Quelle structure nous avons en place pour accélérer l'exécution des travaux? Vous voyez le grand mall de Douala qui a ouvert. Si c'était un projet de l'État, on l'aurait peut-être inauguré en 2024. Le pont, le deuxième pont du Vouri a pris du temps pour être lancé. Le comice agropastoral des Bolova a été reporté 2 ou 3 fois. Donc nous constatons véritablement que le problème de nos plans de développement ou de stratégie n'est pas l'absence de vision. La vision est claire, elle est importante. C'est plutôt la mise en œuvre de cette vision, pour moi, qui pose un problème. Les financements, il y en a eu. Pas plus tard qu'il y a une semaine, la Caisse autonome nous disait, sur les emprunts étrangers, il y a 3 449 milliards qui sont disponibles, mais non décaissés. C'est non décaissé pourquoi? Parce qu'il y a des lenteurs de procédure, il y a l'immaturité de certains projets. Vous voyez, je prends un titre d'exemple, les stades que viennent de construire des firmes étrangères pour la CAN, c'est des stades modernes qui ont été construits avec un financement propre du Cameroun, mais par des structures qui sont compétentes à le faire. Et aujourd'hui, quand on visite ces stades, ce sont parmi les stades les plus beaux d'Afrique. Donc, il y a un problème organisationnel de l'équipe gouvernementale, problème dans l'exécution et forcément un problème d'expérience et de compétences. Donc, si on ne revisite pas ces schémas fondamentaux-là, je crains que cette nouvelle stratégie risque de nous ramener à un bilan mitigé qu'a été le DSCE. Ce que je voulais quand même dire, il ne faudrait pas que l'on fasse l'économie dans nos chambres. Hein. L'économie a ses contours, ses indicateurs qui sont universels. Pourquoi on ne peut pas dire que ce document n'a servi à rien? Voici les chiffres. Hein. L'inflation maîtrisée, en dessous de 3%. D'accord. L'endettement, la dette, la norme CEMAC, c'est 70%. Nous sommes à 35,5%. La croissance, on attendait 5,5%, on est à 4,5%. Vous comprenez? Le secteur primaire, le PIB est attendu à 26, on a fait 20. Le secondaire est à 33, on a fait 28. Le tertiaire à 41, on a fait 57. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul secteur qui tire notre croissance en dehors de l'investissement qui a été fait dans les projets structurants. Donc il faut quand même à un moment donné, le taux de pauvreté était attendu était de 39, 40%, il est à 37. Ça veut dire que c'est bien, non? Hein? Donc ça veut dire que... Ça veut dire que tout est bien, non? Pas que tout est bien. Mais globalement, bien. De 39 à 37, on a combien de points? Pardon? On a diminué, ça a diminué de combien de points? C'était prévu de 10 points. Oui. Donc ça a diminué de 2 points. Moi, ce que je veux dire, hein, voilà. ce que je veux dire, nous ne pouvons pas, vraiment nous ne pouvons pas, je ne peux pas, intellectuellement, ce serait faux. Malhonnête. Pourquoi? Une autre référence. Les 10 meilleures économies, les 20 meilleures économies africaines, quand même, les deux seuls pays qui sont dans le classement, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Cameroun est 15e, hein, et puis la Côte d'Ivoire est 12e. Ça veut dire que nous avons eu des situations très compliquées, très complexes. Hein, la guerre, les guerres qui sont là, le Nozo est là. Mais si on est quand même arrivé, ça il faut le reconnaître, à faire ça, c'est qu'il y a une certaine raison de notre économie qui est évidente. Ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est tout bon. Ça veut tout simplement dire que le Cameroun, malgré ses difficultés, a quand même réussi à faire ses chiffres. Beaucoup de pays nous envient. Beaucoup de pays nous envient. Donc je ne peux pas être sur un plateau, économiquement parlant, et accepter que le document pour la stratégie de la croissance n'a rien donné. D'autant que les chiffres sont là. Et quand on parle de l'inflation, ce n'est pas une vue de l'esprit.
les mêmes indicateurs qui sont... C'est la Banque mondiale qui classe, hein, c'est la Banque mondiale qui calcule. Tout le monde est au courant de ces calculs. Tout le monde sait comment on calcule. Donc, on ne peut pas venir ici sous prétexte que le panier d'émergence, parce que vous savez comment ça se passe, c'est pendant que l'État donne cette orientation, les mêmes opérateurs font de la spéculation sur les produits. Donc, les calculs qui sont faits sont d'une crédibilité qu'on ne peut pas discuter. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a l'inflation, il faut faire attention. Dire aujourd'hui qu'il y a l'inflation, ce n'est pas vrai. Puisque toutes les statistiques démontrent que le Cameroun est en dessous des 3% qui sont la norme. Dire que le Cameroun est très endetté, c'est faux, parce que notre norme nous permet d'aller jusqu'à 70%, on est qu'à 35,5%. Maintenant, parler de la qualité de la dépense est une autre affaire. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous disons là, quand nous sommes sur un plateau, sachez qu'on nous écoute. Et ce que nous renvoyons ici, nous qui semblons être des hommes avertis, c'est ce que les autres écoutent. Alors, moi, je ne pourrais pas être d'accord. Nous travaillons donc sur quels chiffres? Sur quels indicateurs? C'est ces indicateurs qui sont utilisés de façon universelle. Donc, je ne pourrais pas accepter qu'on dise que ce document n'a servi à rien. Au contraire, il nous permet de corriger. Et comme l'a dit tout à l'heure mon frère à côté, c'est qu'il y a un problème de cadence dans l'exécution, la cadence. Et comme les gens il n'y a pas de contrôle permanent dans l'exécution des chantiers de façon générale. C'est ça qui pose un problème. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je souhaiterais que ce document, ce second document, qui est le SND 30, qui épouse d'ailleurs les objectifs du développement durable qui sont donnés par l'ONU, vienne être un document qui a des séquences. Parce qu'il est tellement dense, il est tellement riche qu'il faudrait qu'on en mesure l'efficacité, qu'on n'attende pas les 10 ans pour mesurer l'efficacité, que ce soit quelque chose qui se fait par séquence. Et là, on peut corriger à l'intérieur de cette période-là, qu'on n'attende pas l'horizon de 2030 pour dire qu'on corrige. Donc, on peut corriger au fur et à mesure que le plan est mis en exécution. Emmanuel, oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous reprendrez, j'ajoute ma question. Oui. Au-delà donc de ce bilan sommaire qu'on a fait du DSCE, j'ai failli dire des petits manquements, ou alors des manquements qu'on a pu observer, et au regard de l'arrivée également de la nouvelle stratégie, peut-on penser que dans les recadrages, le nouveau dispositif pourrait d'abord permettre un rattrapage de ce qui n'a pas été fait, mais surtout, et j'ai posé la question tout à l'heure, atteindre les objectifs attendus en 2030? Oui, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on nous enferme dans des considérations purement, je dirais, de réflexion intellectuelle. Il y a des données claires. La dette n'est pas un problème en tant que tel. Ce n'est pas parce que vous avez un volume de la dette important que ça peut plomber votre économie ou que ça peut empêcher l'économie de fonctionner. Ça dépend de comment la dette est conçue. Je dis que la qualité de la dette, c'est la chose première qu'il faut regarder. Parce que quand vous regardez votre budget, c'est le budget que nous exécutons. Il y a un budget d'investissement. C'est à travers cela, n'est-ce pas, que les populations ressentent les effets du fonctionnement de leur pays. Quand vous avez un service de la dette qui est énorme, parce que justement, la dette a été mal contactée, le volume de la dette cesse d'être, n'est-ce pas, un indicateur important. Parce que quand vous avez un budget où vous avez le quart de votre budget qui est consacré à la dette, et on va vous dire que la dette, le volume de la dette, on peut atteindre 70%. Si nous atteignons 70%, peut-être ça prendra tout notre budget. Donc, il y a des mécanismes. Il ne faut pas s'enfermer dans des théories pour nous parler de ces choses-là. La dette du Cameroun est une dette qui a été mal contactée. Les gens sont allés même dans les banques, prendre des découvertes, des prêts à la banque, pour aller dans un pool bancaire pour prendre l'argent, pour financer les projets structurants. Christine Lagarde est venue ici, elle a dit que ce n'est pas faisable. Et qu'il faut que le gouvernement camerounais cesse, n'est-ce pas, d'aller vers des plans non concessionnels. Elle a dit clairement. Et que tous les projets qu'on a commencés, dans tous les sens, étaient une difficulté pour nous. Et puis, quand vous prenez par exemple Mekim, le barrage de Mekim, au départ, on nous a dit que c'était à 25 milliards. Aujourd'hui, on est à près de 100 milliards. Ce n'est pas un faux chiffre. Vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est des projets qui ne sont pas matures qu'on a mis en place. C'est des projets, aujourd'hui, combien de projets structurants sont mis en service? Parce que cette affaire commence depuis 2011. Nous sommes quand même presque à 10 ans. Donc, il faut reconnaître que la piste qui a été prise, et puis, comment je peux dire ça, les plans d'urgence, ça arrive pourquoi? Ça arrive justement parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il faut rattraper, Mais les plans d'urgence n'ont pas produit les effets, puisque les rapports de ces plans d'urgence n'ont pas encore été donnés. On va vous dire même que c'est un plan d'urgence. Alors, sur ma question. Oui, votre question. C'était de savoir si, au regard donc du bilan qu'on vient de faire avec ce DSCE, vraiment bilan sommaire, on n'est pas entré dans les détails,
Est-ce que la nouvelle stratégie permet, avec les recadrages, Oui, mais Si et seulement si. ils ont déjà pris des dispositions. Hein. Ils ont déjà pris des dispositions là-dedans parce qu'ils ont parlé des menaces et des risques des risques d'échec. Des choses qui peuvent hypothéquer. Ils ont parlé de la justice, de la justice sociale. Ils ont parlé de la gestion du double héritage anglophone et francophone. Ils ont cité un certain nombre de choses. Ils ont parlé, n'est-ce pas, de notre composante sociologique. Ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, à la fin, ils ont dit qu'il y avait des risques. Ça veut dire qu'ils ont mis des garde-fous pour nous dire après, oui, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Quand vous mettez une vision en place, vous n'avez pas à nous parler des risques. Vous n'avez pas à nous parler des risques, cher monsieur. Et puis, ce Cameroun n'est pas né aujourd'hui. Monsieur Amadou Ahidjo avait des visions. Monsieur Kouné avait des visions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand il a créé la SCNI en 1964, il y a des étudiants là, il y a des jeunes qui nous écoutent. Je vous dis, en 1964, quand monsieur Amadou Ahidjo a créé la SCNI, vous ne comprenez pas grand-chose là-dedans. Il faut me laisser parler. Joseph, s'il vous plaît. En 1964, il a décidé de créer des sociétés de développement. Il a créé la Sodencam, il a créé Mideno, il a créé la Zapies, il a créé Semri, il a créé Soderim. Et tout cela, c'est des régions en région. Sodecam dans le Cam, Mideno dans le nord-ouest, Zapies dans Abertois, Semri dans Ayagua, Soderim dans la plaine de Mbo, Sodeblé. Il a quadrillé la République parce qu'il avait une vision qui voudrait que, n'est-ce pas, on est des agriculteurs dans ces zones-là, qui puissent, n'est-ce pas, travailler pour les produits de rente, et pour les produits de rente et également pour les produits de subsistance. Et puis, ils voulaient qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire, et puis qu'il n'y ait pas l'exode rural, etc. C'était une vision économique qui a marché en son temps. Donc, quand on a une vision, on ne peut pas nous dire que on va tenir compte de s'il y a un problème. La vision ne tient pas compte des risques éventuels. La vision peut tenir compte des risques, mais vous ne pouvez pas justifier votre échec par les risques. Vous ne pouvez pas justifier parce que vous donnez... Attends, Donald Trump a perdu les élections aux États-Unis parce qu'il y a Covid-19. Il va justifier à qui? On est allé aux élections, on lui a dit, monsieur, même si c'est un risque qui arrive à votre époque, vous êtes comptable de résultats. Si vous ne pouvez pas, vous partez. Il n'est pas question de dire aux gens que s'il n'y avait pas eu ceci, j'aurais fait cela. Je dis que Donald Trump est parti parce que Covid-19 est arrivé. C'était sur le plan de l'emploi, il a atteint presque pas le plein emploi, mais il a atteint un niveau d'emploi très raisonnable. Les gens étaient contents économiquement de sa gestion. Mais il y a eu un événement majeur qui est arrivé et il n'a pas pu s'en sortir. On l'a fait partir. Donc, vous ne pouvez pas expliquer le fait que vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, aux objectifs que vous avez fixés par des risques. Économiquement, ça ne se fait pas. Si vous êtes, n'est-ce pas, un leader politique, vous devez vous arranger à atteindre l'objectif. Si vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, vous ne pouvez pas vous expliquer en disant il n'y a pas de prétexte quand vous ne l'atteignez pas. La stratégie tient-elle compte suffisamment des manquements du DSCE? Écoutez, monsieur Dipita, quand moi j'écoute le discours que j'écoute ici, là, comme si on voulait embellicoter les naïfs, je me demande si c'est le Cameroun que je vis. Vous êtes dans un pays où le cajou de tomate est à 10 000 francs. Vous dites que c'est bien. Vous êtes dans un pays où vous pouvez faire facilement une semence sans avoir de l'eau. Vous dites que c'est bien. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faudrait pas prendre des gens pour des naïfs. Je ne sais pas si monsieur l'expert peut tenir ce discours dans un marché. Je ne sais pas. Vous pouvez tenir ce discours dans un marché? Je suis du FSNC, hein. Je suis proche. Nous soutenons le président Biya. Non, s'il vous plaît. Je vais parler, vous allez parler. Vous m'avez interpellé. Vous l'avez interpellé. Je vous dis ceci. Oui. Il faut faire le distinguo entre hommes politiques. Vous êtes homme politique. Moi, je vous parle des indicateurs. Je veux bien. Vous comprenez? Donc, ne faisons pas comme si le Cameroun se retrouve dans des situations où les gens sont en dehors de tout ce qui se passe dans le monde. Je vous dis simplement que les indicateurs que nous avons aujourd'hui sont incontestables. Aujourd'hui, le Cameroun est à l'intérieur de la norme en termes d'inflation qui est régulièrement... Pas les chiffres. Je vous en prie. La réalité, elle est là. Ça reste au niveau des chiffres. Vous êtes allé au Nigeria. Vous connaissez quel est le taux d'inflation au Nigeria? Ça reste au niveau des chiffres. Vous connaissez quel est le taux d'inflation au Nigeria? Ce que vous dites là n'est pas le Cameroun que je dis. Je vous dis, est-ce que vous connaissez le taux d'inflation qu'il y a au Nigeria? Je vous prends un exemple simple sur le plan de la formation. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans dans la sécurité industrielle. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants formés dans une autre université ici, titulaires de Master 2, qui ont 35 000 francs de salaire? Ils sont pleins à la zone industrielle de Bassa. Vous le savez? J'ai dit 70% de sous-emploi. Nous avons les meilleures économies. Est-ce que vous le savez? Je l'ai dit.
Je l'ai dit que nous avons un Prenez problème le cas de chômage Douala. et que nous avons 70%. Vous n'aurez pas ça au Rwanda. Vous ne verrez pas ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas la Je vais même vous chose. dire chose. ceci. Mais vous classez quoi donc? Je vais vous dire ceci. Attention, monsieur- faisons un débat monsieur- compréhensible, monsieur Omba, s'il vous plaît. je vais vous dire ceci. C'est le candidat Toumi qui disait qu'il est le meilleur ami de Paul Biya. Ça, je vais peut-être demander, mais comment vous dites que vous êtes le meilleur ami de Paul Biya alors que vous le critiquez? Il dit oui. Il faut à un moment donné lui dire la vérité. Parce qu'il y a des hommes de cour qui ne lui disent pas la vérité. Vous ne pouvez pas se tenir ce discours devant, à l'université de Douala par exemple, où des enfants titulaires d'un master 2 sont dans la rue en train de vendre des livres. Conduire une moto. Non, ou bien conduire les motos. Vous savez ce qui se passe aux Vous ne États-Unis? pouvez pas. Vous savez ce qui se passe Non, aux non, États-Unis? nous sommes au Cameroun. Mais arrêtez de ramener non, l'économie. arrêtez. Arrêtez de ramener Vous l'économie. ne pouvez pas Non. me dire. Non, non. Écoutez, et je Est-ce que reviens. vous contestez le À tous à la classement fois. de la Banque mondiale? Oui, on peut contester. Du Je ne 19, conteste on peut pas, ça contester. ne m'intéresse Non, pas. Monsieur Yimko ne parle Non. pas d'économie. Ça m'intéresse Vous pas. parlez de Il quoi? parle de Je ses parle de la sentiments personnels. C'est pas un problème de sentiment. C'est l'économie C'est bien. pas un problème de Parle sentiment, quoi? monsieur Je vous dis, Nous sommes c'est dans ce que les je émotions vis. les ici, 20 là. meilleures Il n'y a économies aucune émotion. africaines, Laissez ça. Vous le racontez des Cameroun conneries. fait Non, partie non, des... non, non. Vous parlez d'émotion. Didier. Vous ne parlez pas d'émotion. Non, s'il vous plaît. Tu racontes des conneries. S'il Non, vous plaît. Didier. Moi, je vis le Cameroun Didier, réel. Didier. Vous n'avez pas le monopole du cœur et du Non, cœur. non, qui ne me parle pas d'émotion. Vous êtes un homme Permettez, politique. Et votre permettez. façon de Je faire suis de la pas sûr qu'il est politique... plus intelligent que Votre moi. Martin, Qui ne me parle pas d'émotion. Didier. Monsieur Omba, Non, non. je suis Didier. très calme. Didier. Et je parle de ce que je vis. Didier. Il y a des Didier. pauvres en France, Didier. il y a des Il y a pauvres aux aucune Je vous en États-Unis. prie, monsieur. On Il n'a y a jamais le dit ça. transport On n'a urbain. jamais dit ça. Mais Didier. Mais c'est le il niveau de pauvreté. Georges, s'il vous Il plaît, faut une seconde. comprendre. Une Il faut, seconde. Non, il faut vous pas aviez dire ça. dit tout à l'heure que vous n'étiez pas économiste. Voilà, Mais voilà. Mais alors, Voilà, c'est dans le bon sens. c'est pour ça qu'il dit qu'il ne parle pas d'économie, il est simplement émotif. Le bon sens du développement. Donc vous l'insultez. Didier. Lui qui m'a invité. Entre mon Didier. grand-père Didier, une seconde. et moi, Georges, une il seconde. y a eu une Laissez-moi amélioration de vie. Didier, une seconde. Laissez-moi Non, faire. laissez-moi Attends, faire la attends, modération Didier, du plateau, je vous en prie. Ok. Gardons le même temps. Non, je finis. Oui, quand je reprends Didier, maintenant, je Didier, sors maintenant Didier, du Didier, je sors maintenant Il du a pays compris, réel. il a compris. Je sors maintenant du Cameroun réel. Je m'en tiens au discours du chef de l'État. Parce qu'en 2015, voyez-vous, après la pandémie en France, Emmanuel Macron a tenu un discours pour réorienter la politique économique de la France. Bien sûr. Il parle de la déconsommation. C'est toute une vision. Ça, il faut produire exactement ce qu'on doit manger. Éviter le gaspillage. C'est ça la déconsommation. Chez nous, si je reviens en 2015, le discours du président de la République, lorsqu'il dit « nous allons faire ceci parce que voilà les résultats », il dit, il prend l'énergie. Il dit d'ici 2035, notre mix énergétique doit être amélioré. On n'est pas en On aura 2035. tel... Écoutez, laissez-moi parler, monsieur. C'est quoi? Est-ce qu'on est en 2035? Alors, donc il faut attendre Non, mais 2035. on peut Nous sommes pas. en 2020. On doit l'attendre, vous éteignez. On est en 2020. Didier, terminé. Il dit, nous devons avoir, voilà notre mix énergétique, voilà le pourcentage, la quantité d'énergie renouvelable que nous devons avoir. Aujourd'hui, on a ça. Je dis non. Il dit, nous, on doit passer de l'agriculture de seconde génération à l'agriculture climato-intelligente. Est-ce que nous en sommes là? Je dis non. On n'est pas en Mais est-ce 2035. que, Didier, transport- permettez. Mais ce que disent les autres, ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas que Encore. nous sommes spécialement dans la galère la plus... Voilà. Monsieur le député, nous sommes en 2020. Ah, oui, d'accord. En 2035, ils vont tenir le même discours. Ah, mais attendez, Non, donc mais 2035, il y ça a n'a- 15 Non, ans. je n'attends pas. Quels sont les Nous succès? sommes dans la prospective. Quels Il sont faut les attendre. succès? Quels sont les succès? Ça n'empêche pas qu'on puisse noter dans ces désagréments-là une certaine évolution éventuelle. Oui, monsieur le député, permets-moi de ne pas être d'accord avec eux. Non, je vous le permets. Comme Voilà, si, je alors, ne suis pas d'accord avec eux. Non, monsieur Dipita. Je ne peux pas accepter ce discours. Non, je préfère Mais il a déjà non, je plus préfère de vous temps dire de J'ai parole pas à fini, Céline. il m'a bloqué. je peux vous dire, je peux Non, faire là, dire il a ceci. beaucoup parlé. hein, Si nous essayons de peux pas. recadrer le débat, nous sommes en train de discuter d'un document essentiellement technique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, soit on vient ici parce qu'on fait de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. D'accord. Hein, je dis ceci, il est incontestable que l'économie du Cameroun est la première dans la zone CEMAC. Tout le monde, personne ne peut le contester dans le quotidien de tous les jours. Aller au Tchad, aller au Gabon, aller en Guinée On peut être équatoriale. le premier parmi les moins Oh là bons. là, s'il vous plaît, je vous en prie. Je suis en train de vouloir étayer mon raisonnement. Vous comprenez? Non, vous êtes en train de voir l'édifier. Oui, non, enfin, Non, il s'il ne peut comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas à un débat. Quand pour- j'achète un seau de tomates Le à 10 Cameroun 000, aujourd'hui n'est pas un pays où on meurt affamé. Au Cameroun aujourd'hui, avec 500 francs, on mange un plat de nourriture. Vous le savez tous. Vous le savez tous. 300 même. Vous le savez tous. Allez à Kinshasa, vous allez voir comment est-ce que le coût de la vie est cher. Non, aujourd'hui au Cameroun, on ne dit pas que la vie, tout est pour le mieux, mais
On arrive quand même à maîtriser l'inflation à travers ce que je viens de vous dire, là, le plan de nourriture à 500. Quelqu'un qui va au travail le matin, qui a 500, il mange un bon plat. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Je veux aussi dire ceci. Il faudrait quand même que l'on ne fasse pas, qu'on fasse la part des choses entre ce qu'on souhaite vers l'idéal et ce qui est fait. Nous ne vivons pas dans un monde clos. À chaque fois, en économie, on compare. Comparons-nous avec les autres. Aujourd'hui, je vous répète encore, le dernier classement de la Banque mondiale, ceux vers lesquels nous allons prendre des prêts concessionnaires, nous disait que parmi les 20 premières économies, les débats qu'on devrait avoir, c'est de dire quoi? Pourquoi est-ce que dans les 10 premières économies, il n'y a pas un pays de la zone franc? Je vous ai dit qu'il y en avait 20. La Côte d'Ivoire apparaît en 12e position, le Cameroun apparaît en 15e position, parmi les 20. Le Sénégal est en 19e position. Ça veut dire quoi quand même? Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, et moi j'aurais bien voulu que vous parliez, par exemple, en matière économique, des accords de coopération. Parce que je vais vous dire une chose, ce qui plombe nos économies, les sorts de nos économies, et ça, je suis désolé, j'aimerais bien que M. Koye me parle de ça, parce qu'en réalité, on aura beau tourner. Tant qu'on n'a pas remis à plat les accords de coopération, surtout économiques, on aura du mal à mettre en place les politiques économiques que vous voulez. Si je dis le contraire, vous allez me démentir. Tout à fait. Joseph, dès lors, dès que j'ai la parole, je vais revenir dessus. On regarde toutes les réserves quand même qui sont émises sur cette nouvelle stratégie. Je veux dire, quel est l'encadrement efficient qu'on peut adapter pour une efficacité d'implémentation, je ne veux pas dire la plus absolue, la perfection n'est pas de ce monde, mais je veux dire qu'on se rapproche au maximum de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Compte tenu évidemment également des contingences qui peuvent intervenir, hein, ces problèmes sécuritaires, peut-être inflation au niveau mondial et tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce point de vue? Oui, vous savez, le SND40 est un plan. D'accord. C'est-à-dire on planifie le développement sur une période bien encadrée. Et lorsque M. Kounye dit qu'on ne peut pas faire une planification en mettant les risques, je suis très embêté pour les jeunes qui nous suivent. Les risques existent. Parce que, mais ça ne justifie pas. Heureusement les risques existent, mais ça ne justifie pas. D'accord, vous l'avez précisé, c'est bon. Ça ne justifie pas. Il a précisé, c'est bon. Parce que lorsqu'on fait un plan, voilà, le document technique qui devrait soutenir un plan, on appelle ça un cadre logique. Voilà, le cadre logique vous indique donc les séquences, les séquences du plan. Ça part d'abord par ce qu'on appelle la fixation de l'objectif général. Qu'est-ce que nous voulons atteindre au terme de ce plan-là? Après l'objectif général, on décline en objectifs spécifiques. Voilà. Donc, pour atteindre l'objectif général, on devrait d'abord atteindre cet objectif en fonction des délais qui sont fixés. Et naturellement, ces objectifs spécifiques participent aussi de l'élaboration d'un ensemble d'activités, de choses qui seront faites. Parce que ce sont ces activités-là que nous allons, la réalisation de ces activités que nous allons évaluer. Voilà. Ces activités ont donc des délais. On dit on va construire le barrage. Il faudra le faire après 1 an, 2 ans. Mais comme l'environnement peut changer à tout moment, parce que nous entrevoyons actuellement, nous sommes en pleine crise du Nozo. On doit tenir compte que cette crise peut encore durer 1, 2, 3 ans et être un facteur qui peut déranger la planification que nous faisons aujourd'hui. On peut aussi envisager que la résolution de cette crise est peut-être proche et qui peut maintenant être un facteur non aggravant. Et c'est pour cela qu'il faut obligatoirement mettre les menaces. C'est vrai que dans la meilleure des positions, c'est que les gens qui mettent ces politiques en œuvre doivent réfléchir comment transformer ces menaces en opportunités. Mais on ne peut ne pas associer les menaces. Maintenant, si on associe les menaces, il faut donc aussi associer ce qu'on appelle les facteurs de réussite. C'est-à-dire qu'on pourra réaliser ce projet dans 3 ans. Si au départ, il y a les facteurs de réussite suivants. Et si les menaces suivantes n'arrivent pas, on doit donc travailler pour que ces facteurs de réussite soient là. Et pour que les menaces n'y arrivent pas. Voilà comment on fait un cadre logique. Et naturellement, à la fin, on évalue donc
de façon séquentielle, comme M. Abdo l'a dit, les résultats, et on réoriente. Parce que si il n'y a pas des incorrections, on ne peut pas réorienter. Forcément, on ne peut pas commencer un plan d'un bout à un autre sans qu'il y ait forcément des choses à améliorer. Et c'est dans ce cadre que, par exemple, pour le cadre du DCE, il y a donc eu les plans d'urgence, plan d'urgence jeune, plan d'urgence rénal. Ce sont des correctifs qui pourraient donc faire en sorte que lorsqu'on a constaté qu'il y a eu un retard dans tel endroit, on corrige. Lorsqu'on constate que ça n'a pas été bien articulé de tel côté, on corrige. Et donc, ces plans, mini-plans-là, peuvent intervenir dans le cadre du plan global pour donc corriger et être sûr qu'à la fin, on aura atteint l'objectif général qui a été fixé à la base. Merci. Voilà. Et pour terminer, je voudrais revenir pour dire à M. Imkwa que moi j'ai été très heureux qu'il dise à l'entame qu'il n'est pas économiste et qu'il s'en tienne à sa position de non-économiste. Parce que s'il veut contredire les données économiques, parce que l'économie, c'est sur des chiffres, c'est sur des données. Nous avions la chance que lui l'a fait. Plus il a de l'avance sur nous, parce qu'il nous a donné des chiffres que nous tous, nous n'avions pas ici. Et vous ne pouvez pas, sur la base d'aucun contredit, discuter ces chiffres rien que sur la base des émotions. Ça ne peut pas participer à développer les Merci, Joseph. Le gros défi, et pour peut-être mieux nous rassembler ici, c'est le développement des chiffres macroéconomiques et le développement inclusif qui doit bénéficier bien évidemment les populations et le panier de la ménagère. Mais je crains dans ce SND 30 qu'on revienne justement aux éléments de non-performance du DSE. Et il manque encore quelques éléments à cette stratégie qui sont des éléments de dirigisme politique. On ne nous dit pas ici quelles sont les priorités qu'on va mettre en œuvre. On a comme l'impression qu'on va repartir sur le saupoudrage, on va tout faire en même temps. Ce document, on aurait pu dire, quand on regarde la balance commerciale déficitaire du Cameroun, on aurait pu dire que nous allons, dans 5 ans, éliminer l'importation de maïs qui nous coûte, à nous tous Camerounais, 150 milliards de francs CFA par an. Et mettre les financements, les moyens pour qu'on atteigne 8 tonnes l'hectare et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, nous sortons justement de cette dépendance externe. Il faut aller vers cela. Sinon, ça risque d'être un chapelet d'économie, un écritisme que je dis, qui va rester dans ce document, où chacun fait quoi? En observant également la structuration de l'organigramme décisionnel et d'exécution de l'État, lorsqu'un décret ou un accord de part de la présidence de la République passe par la primature, passe par les ministères, passe par l'appel d'offres, on a perdu 2 ans. Et c'est inadmissible pour un pays qui veut se développer. Donc, soit on militarise l'implémentation et la mise en œuvre, on prend le modèle de la Chine, quand on met quelque chose sur le cap, on y va jusqu'au bout. On ne peut pas recommencer à expérimenter le deuxième pont du Vouri, délai de 2 ans d'exécution, on passe à 3 ans, autoroute de Douala-Yaoundé, on passe à des délais de 3, 4 ans, il faut faire 3 heures de temps pour traverser. Non, les retards sont inadmissibles lorsqu'on veut rattraper les retards déjà de développement et accélérer ce développement. Je prends le cas des BTP. Des marchés de 21-50 milliards de francs CFA, une société est adjudicataire, les travaux chaque jour démarrent à 7 heures, à 15 heures il n'y a plus personne sur le chantier. Alors qu'on est en pleine saison sèche, il faut requérir justement à ces sociétés de travailler 24 heures sur 24, comme ça se fait dans d'autres pays. Donc, ces aspects organisationnels, et je le redis pour le Cameroun, ce n'est pas un problème de financement, ce n'est pas un problème de vision, c'est un problème d'exécution qui nous pose un problème et dont on
je sais qu'on peut mieux faire. S'il n'y a pas ce dirigisme à la fois politique et économique, et c'est pourquoi ma recommandation forte ici, c'est la réorganisation de l'équipe gouvernementale, transformée en un bataillon d'intervention rapide économique. On ramène certains ministères au niveau de la présidence, autour du chef de l'État. Ils mettent en œuvre, parce que c'est de là que vient l'impulsion. Une forme de task force encore. Une forme de task force. Le Roosevelt l'a fait. Tous les pays qui sont passés à une économie marxiste et léniniste, à une économie libérale en Amérique latine, sont passés par là. Un développement que aucune institution, aucune personne ne devra arrêter. C'est à ce prix-là qu'on va rentabiliser les emprunts, qu'on va rentabiliser les investissements et qu'on va redonner la confiance aux populations. À ce que quand l'État dit que l'État va faire, on voit les résultats sur le terrain. Sur le plan agricole, c'est possible. Mais on ne peut pas continuer à observer des supermarchés étrangers en moins de 2 ans installer 4 supermarchés au niveau du Cameroun où le Made in Cameroun qu'on souhaite tant ne constitue que 30% des étagères. Donc nous entraînons dans une dépendance perpétuelle de l'extérieur. Et le Covid est encore venu nous démontrer à quel point c'est une fragilité pour l'économie du Cameroun. Et d'ailleurs, dans ces recommandations, je voudrais préciser, j'aurais dû le faire dès le départ, que vous êtes candidat pour le PCN sur les prochaines élections régionales. Je le dis parce que justement, ces recommandations ont rapidement rattrapé le politique que vous êtes. C'était donc bien de le préciser. D'abord Emmanuel, et puis Martin, Didier, et on va finir avec Joseph, parce qu'on est pratiquement dans la dernière ligne droite de ce premier thème. On en a pour 5 à 6 minutes encore et passer à la deuxième question de ce soir. Oui, nous sommes en train de parler d'une vision. Une vision suppose que, comme a dit M. Meka, qu'on définit les priorités. Et les gens ne doivent pas se comporter comme si le Cameroun était créé aujourd'hui. Nous avons vu un autre régime passer, pour ceux qui sont aussi âgés que moi, nous avons vu un autre régime passer. Et nous avons vu le premier président conduire, n'est-ce pas, une politique économique. Parce que lui, il nous a parlé du libéralisme planifié, et du développement autocentré. Le libéralisme planifié étant la doctrine, et le développement autocentré étant justement l'objectif à atteindre. Le développement autocentré voudrait dire que nous devons compter sur nos propres forces. Et puis, quand il a, lors de son deuxième plan quinquennal, baptisé son deuxième plan, le plan du paysan, il a dit qu'il devait créer des sociétés de développement. Et puis, il a créé la Société nationale d'investissement. Ces sociétés de développement, il les a mis, comme j'ai dit tantôt, dans toutes les régions. Il a commencé par le littoral, par le nord-ouest, par l'est, par l'Adamawa, par la plaine de Mbo, etc. Donc, il a fait en sorte que ces sociétés soient dans toutes ces régions. C'est des sociétés agricoles, puisque l'économie était essentiellement basée sur l'agriculture. Et au même moment, il a créé les comices agro-pastoraux, qui étaient des moments où tous les agriculteurs de toute la République venaient, n'est-ce pas, se rivaliser, voir, c'était une émulation, c'était un cadre où les gens essayaient d'échanger des idées, etc. Cela a permis à ce que l'économie du Cameroun puisse avancer et que la physionomie du Cameroun se transforme en 20 ans. D'ailleurs, on peut dire que les 20 années de 1960 à 1980, c'est les années de gloire de l'économie camerounaise. Ça, il faut le dire. Parce qu'après 1980, nous tombons dans les travers que nous connaissons jusqu'à maintenant. Et puis, on ne se relève pas. Après le 6 avril 1984, la politique, parce que quand M. Aïdjo partait en 1981, lors de la présentation, n'est-ce pas, de son 5e plan quinquennal, il avait donné une feuille de route. Et cette feuille de route, M. Biya, en 1982, quand il a pris le pouvoir, il était censé continuer sur la même voie jusqu'à la fin, jusqu'en 1986. Malheureusement, en 1984, il y a eu le putsch, et puis on a abandonné tout cela, et puis la priorité pour le nouveau pouvoir était la sécurité de son pouvoir, du pouvoir et du chef de l'État. Et on a abandonné justement la dimension économique. Et quand on l'a abandonné, nous, sur le plan économique, le Cameroun n'a plus rien fait de 84 à 90, au moment où nous tombons, n'est-ce pas, dans cette affaire de crise économique. Et nous sommes foudroyés jusqu'à ce que nous retrouvons le pays pauvre désorienté, jusqu'à ce que nous atteignions le point d'achèvement. Bon, donc, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce qu'on nous présente aujourd'hui comme, comment vous avez appelé ça, stratégie nationale de développement, on ne nous dit pas quelles sont les priorités. D'ailleurs, on nous a dit au moment où on a commencé cette affaire, que le secteur privé devait être le moteur de la transformation structurelle économique camerounaise à partir de janvier 2020. Mais aujourd'hui, quand on lit ce document,
on ne voit pas comment est-ce que le secteur privé, parce que là-dedans, dans ce document, ils nous disent qu'on doit pouvoir rentrer dans une nouvelle chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire des produits manufacturés au point qu'à la fin de la période, c'est-à-dire 2030, on doit pouvoir, n'est-ce pas, le secteur secondaire doit pouvoir représenter 40% du produit intérieur brut. Mais ils ne nous disent pas comment on y arrive. D'ailleurs, dans ce budget qui est en examen à l'Assemblée nationale, nous avons suivi le ministre des Finances nous dire que compte tenu des difficultés de la Covid-19, que le gouvernement devait, compte tenu également des plaintes du GICAM et des autres organisations patronales, que le gouvernement devait inscrire dans le budget une ligne de 200 milliards pour permettre, n'est-ce pas, à l'État de garantir auprès des banques les prêts des entreprises, les prêts que les entreprises vont contacter pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, leur outil de production, etc. Parce que les entreprises, le GICAM disait que les entreprises avaient perdu près de 800 milliards. Et si on suppose que 200 milliards peuvent garantir 20% des prêts, ça veut dire qu'avec 200 milliards, on pourra, n'est-ce pas, accorder des prêts de 800 milliards aux entreprises. Mais quand il a fini de le dire, ils ne disent pas quelles sont les banques qui participent à cela, puisqu'on a dit que c'est BGFI, la seule banque, qui est d'ailleurs une banque gabonaise, qui accepte de participer à cette affaire, et on attend que les autres banques puissent se prononcer. On ne nous dit rien de tout cela. Et maintenant, nous allons donc mettre ce projet en place, et on va le mettre en place, et puis commencer maintenant à chercher à gauche et à droite. Non, je crois qu'on aurait mieux fait de nous dire exactement où est-ce qu'on nous amène, et quelles sont les actions prioritaires. Qu'est-ce qu'on va poser comme acte pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que le secteur privé devienne le moteur de la transformation de l'économie, c'est-à-dire que pour nous permettre d'entrer dans de nouvelles chaînes de valeur. Est-ce que c'est les chaînes de valeur comment dirais-je, de conditionnement, de transformation au premier degré, au deuxième degré? De quoi s'agit-il? Moi, je crois que la question reste posée. Didier, Martin et puis Joseph, pour terminer. Oui, je voulais dire à mon ami Mboutouzé que je n'ai jamais contesté les chiffres de l'expert qui est avec nous. Il faut respecter l'expertise d'un compatriote. Mais cela ne m'empêche pas de dire ce que je vis. Aujourd'hui, tout le septentrion n'a pas de lumière, n'a pas d'électricité, alors que l'ensoleillement là-bas, c'est 10 heures par jour. On pouvait développer l'énergie solaire. C'est un fait. Maintenant, deuxième fait, depuis qu'on a ouvert les frontières du Gabon, le cajou de tomate coûte 10 000 francs. C'est un fait. Dans un pays où le SMIC ne dépasse pas 40 000, c'est un fait. C'est les chiffres. Vous comprenez? C'est là. Arrêtez de dire ça. Non, c'est des réalités qu'on vit sur le terrain. Et il faut aussi dire qu'au Cameroun, il y a des familles qui mangent le riz 7 jours sur 7. Non pas qu'ils n'aiment pas le macabo et le plantain. Tout simplement, ça coûte cher parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. C'est réel, c'est des faits réels. Et en plus, moi je pense que ceux qui ont rédigé ce document, c'est comme s'ils ne croyaient même pas à la décentralisation. Qu'on laisse il y aura élection le 6 décembre, qu'on laisse les présidents régionaux élaborer leur plan de développement. En fait, le développement, c'est quoi? Aujourd'hui, il va me dire si j'ai raison ou pas, qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'IDH, l'indice de développement humain. Parce que c'est facile à calculer qu'un médecin pour 20 lits ou bien un médecin pour 200 lits. Les taux de croissance, vous êtes tout à fait d'accord avec moi, monsieur l'expert, que si le professeur Tchunyan était ici autour de cette table, il ne serait pas d'accord avec vous. Lui qui est l'auteur de Monnaie, Servitude et Liberté, mais si vous qui a toujours considéré le fonds... Si vous-même vous parlez d'IDH, acceptez donc que le Cameroun soit devant la Côte d'Ivoire, devant le Sénégal, devant le Rwanda. Parce que ça revient tout le temps, le Rwanda. Non, moi je n'ai pas. C'est vous. Le Rwanda, c'est entre le RDP et le MRC. Moi, je n'ai pas prononcé. Vous qui cristallisez le débat politique depuis acceptez. Moi, je parle du terrain, ce que je vis. Ce que je vis. D'accord. Il y a un défi de développement. Donc, c'est pour dire qu'il y a un réel problème. Si aujourd'hui on vend la tomate à 10 000 francs le cajou, c'est tout simplement parce qu'on a raté l'industrialisation de notre agriculture. Bien sûr. On continue à vendre, à exporter le bois en grume et nous importons les tables de mauvaise qualité. Tu le sais très bien, Zéboutou, tu es du Sud. Tu sais très bien, moi je l'ai dit à une certaine époque, moi je croyais que tu devais me soutenir, qu'il est hors de question que pendant que le chef d'État pense à la promotion de l'énergie renouvelable, qu'on aille au Sud, dans ton Sud natal, construire une centrale thermique diesel solaire, alors que la biomasse aurait dû
aurait dû donner assez de moyens, assez de ressources aux communes de la région et développer, créer le droit pour ces Dernière prise de parole sur la question Matteo Banzi. Non, ce qu'il faut dire, cette technologie, les Camerounais les maîtrisent. sans vouloir faire dans la confusion, c'est qu'on est parti du document de stratégie pour la croissance en emploi à la stratégie nationale de développement, qui veut que le Cameroun soit, échéance 2030, un pays industrialisé. C'est un vœu, cher monsieur. Je suis en train Mais de il a parler. dit qu'il Ouais, veut. c'est un vœu. Donc, Oui, il a même dit qu'il veut que. vœu ne veut pas dire que c'est un vœu. Ça ne veut pas dire ça. Je suis en Je train parle de- en français. Si vous je voudrais voulez, utilisez que- votre langue maternelle. Laissons-le terminer. Je voudrais que, sortant d'ici, ceux qui nous écoutent comprennent. Nous voulons, vous savez très bien que notre économie a un point faible, c'est celui de son absence dans le secteur secondaire qui s'appelle l'industrialisation. Donc, passant du document stratégique pour la croissance d'emploi, on va maintenant passer au degré supérieur qui a venu corriger justement le manquement qu'il y a dans notre économie, à savoir la transformation. Donc, c'est la nouvelle stratégie nationale de développement est là pour corriger cette erreur-là. De deux, En quoi faisant, monsieur? en mettant en priorité c'est lui le journaliste. la préférence nationale. J'entends par là que désormais, par exemple pour les marchés, la commande publique, 60% de la commande publique sera réservée uniquement aux Produits locaux. aux produits locaux. Vous savez que, comme je l'ai expliqué tout à qu'ils appellent le made l'heure, in notre problème, le problème du Cameroun, comme tous les pays africains, c'est que notre balance commerciale est structurellement déficitaire, c'est-à-dire que les importations sont devenues de façon permanente supérieures aux exportations. Donc on pense qu'avec cette nouvelle stratégie, on va corriger pour tendre au moins vers l'équilibre. Cela passe donc par la préférence nationale. Mais ce terme-là, pour ne pas dire que le document est parfait, moi je vais préférer d'abord que d'entrée de jeu, pour que ce soit dynamique, qu'on parle de la dette aussi intérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2000 milliards. Quand vous dites préférence nationale, ça sous-entend que c'est ceux qui opèrent localement qui doivent booster leur activité. Et je pense que l'État aurait mieux fait aussi pour que cela donne un double coup à cette stratégie de résoudre cet épineux problème de la dette intérieure. Merci. Si on remet de l'argent aux entreprises camerounaises, aux entreprises locales, c'est ça pour réinvestir. Oui, Ils ont répondu à ça dans le document. Cette stratégie voudrait donc que, au lieu qu'on parte de 9% pratiquement de notre déficit dans le PIB, qu'au terme de 2030, on soit à 3%. Donc c'est quand même des indicateurs. Maintenant, comment les décliner est tout le problème. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne reste pas sur une résolution temporelle de 10 ans, mais qu'on soit à une évaluation par séquence qui permette de ne pas attendre la fin des 10 ans, mais qu'on puisse corriger à l'intérieur des 10 ans, comme on l'a éventuellement fait avec les plans d'urgence. L'autre problème aussi, et ça il faut le savoir, que l'étranger, l'extérieur ne nous fera jamais de cadeaux. Ça veut dire que pour s'industrialiser, il faut les machines. Les Camerounais n'ont pas de machines. Et pour acheter les machines, il faut acheter avec des devises. D'où on ne peut pas aussi écrire ce document sans parler de la question épineuse qu'est la monnaie. Vous comprenez? Donc, sur ce que je dis... C'est un global, quoi. C'est un global. Je ne suis pas en train de prendre un parti. Je suis en train de vous dire que c'est un programme qui nous fait passer d'un stade primaire à un stade secondaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes sûrs que si ces critères sont respectés, la transformation locale, diminuer les importations, préférence nationale, le Cameroun sortira de 2020 à 2030 avec des progrès. Merci. Pour terminer définitivement. Je dis un petit mot. Oui, pour terminer, avant de donner ma solution, je voudrais dire d'abord, M. Imkoa, de laisser cette affaire de cajou de tomates à 10 000. Oui, parce que moi j'ai fait 1,5 hectare de tomates chez moi. Et Tu as la route pour sortir de là. Et j'en ai produit, arrêtez ça, M. Kounien, et j'en ai produit des quantités qui n'ont même pas été vendues. Allez dans les marchés au sud, partout là-bas, il y a de la tomate. L'année passée,
je voyais des cajous de tomates pourris là, dans les marchés de Douala. On en vendait même à 2000 francs. Donc, en fonction de la saison, si c'est la saison sèche aujourd'hui et que la production n'est pas abondante, normalement, vous savez que le marché est régi par ce qu'on appelle l'offre et la demande. Donc, vous ne pouvez pas venir, on parle des problèmes économiques d'une grande importance, vous nous amenez sur des variations de l'offre et la demande sur le marché. C'est pas ça, ce n'est pas important en économie actuellement. Là. Nous sommes dans la macro, nous ne sommes pas dans la micro. Voilà. Maintenant, on parle pour qui? Comme solution, je vais accepter tout ce que M. Ngba a dit et je vais rejoindre aussi M. Abisolo pour dire que pour l'implémentation du plan actuel, il faut que nous allons vers des outils de management modernes. Je suis un manager diplômé de l'Institut supérieur de management public. Nous allons vers des outils de management pour interroger les acteurs parce qu'il y a le plan, mais il y a aussi les acteurs et c'est très important. Voilà. Parce que les acteurs ont beaucoup péché pour l'atteinte de l'histoire du DSCE. Maintenant, avec le nouveau plan, il faut qu'à chaque fois que nous interrogeons les acteurs, parce qu'il y a des points sur lesquels nous devons interroger les acteurs et que nous devons mettre en exergue. Il y a ce qu'on appelle l'imputabilité, rendre des gens responsables, que telle chose sera faite par tel et rendre la personne responsable. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes, parce que ce n'est pas assez fait au Cameroun. Les gens font et ils ne rendent pas compte. Parce que si on demande qui est responsable de la non-atteinte du projet de l'autoroute de Douala-Yaoundé, personne ici ne peut clairement dire que c'est tel. Il faut imputer la responsabilité à des acteurs précis connus de tous les Camerounais et qu'ils soient capables de rendre compte. La reddition des comptes. Il faut fixer des objectifs qui sont sûrs de tous les Camerounais, avec des délais qui sont sûrs de tous les Camerounais. Et il faut de la transparence. Et la transparence participe du ce que, lorsque vous êtes un acteur public, un manager public, vous ne travaillez pas pour vous, bien pour la personne qui vous a nommé à cette fonction. Vous travaillez pour le peuple camerounais. Et le peuple camerounais doit pouvoir avoir accès à vous à tout moment. Parce que lorsque nous sommes dans une république où quelqu'un est chef d'un projet et son numéro de téléphone, aucun Camerounais ne peut l'avoir, son bureau est inaccessible, il faut que les Camerounais puissent. Merci. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. Ça ne sert à rien, personne ne t'écoutera. Non, Emmanuel, vous allez prendre la parole. Pourquoi les gens ne m'écouteraient pas? Nous, on a vu, moi je n'aime pas, on doit y aller. Hein. Je n'aime pas citer des gens dans mes débats, mais on a vu quelque chose à la CNPS, la Caisse nationale de protection sociale. On a vu le directeur général de la CNPS rendre son numéro de téléphone public. Hein? Sa boîte mail publique, tous les Camerounais peuvent l'appeler pour dire que mon dossier est à tel endroit depuis tel jour, ça n'avance pas. Vous l'appelez, il va décrocher, ou bien vous lui envoyez le message, il vous répond instamment. Et il répercute cela au niveau où votre dossier est bloqué. On a vu ça. On va vous parler d'une question de gouvernance. Et ça peut changer. Il faut que les acteurs publics, il faut que les managers publics soient vraiment au service du peuple et qu'ils soient là pour le peuple. Merci. Je crois que nous ne sommes pas venus ici pour voir un grain de diamant dans un sac de sable. Nous sommes venus pour parler des affaires globales. Le directeur général CNPS vraiment peut faire ce qu'il veut. Ce que je voudrais dire, c'est que, ce que je remarque, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui sont dites dans ce document, mais il faudrait que nous, on insiste plutôt là-dessus, pour que justement, ces gens puissent faire ce qu'ils ont dit. Par exemple, monsieur Ngba a parlé de la dette intérieure. Oui, mais ils ont dit qu'ils devaient faire la titrisation des dettes intérieures. C'est-à-dire qu'ils devaient transformer ça en titre et les donner à ceux qui demandaient de l'argent. Ça peut permettre, n'est-ce pas, de négocier ça auprès des banques et d'avoir un financement. Qu'ils le fassent, qu'ils ne le disent pas seulement. Parce qu'il faut, comme ils l'ont dit, il faudrait que nous soyons sûrs que les opérateurs économiques qui ont une dette intérieure ont eu des titres. Parce que s'ils ont eu des titres, c'est une bonne chose. Également, on a parlé des produits locaux, hein, du Made in Cameroun. Oui, le Made in Cameroun, mais il faut qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local. Qu'on vote une loi qui dit cela, qui dit que tant que vous pouvez avoir tel produit au Cameroun, vous n'avez pas le droit de l'acheter à l'étranger, sauf si vous avez un certificat de carence.
Sauf que vous prouvez que vous ne pouvez pas l'avoir. C'est-à-dire, si on dit par exemple que les produits de bois, les tables, on ne doit pas les acheter à l'étranger, il faudrait que pour aller les acheter à l'étranger, que vous apportez la preuve que vous n'avez pas pu les trouver ici. Et puis, le ministre des Finances qui nous a parlé de 200 milliards de garanties, cette ligne de crédit, qu'on s'assure que cette ligne de crédit existe et qui nous dise s'il a trouvé le pool bancaire qui doit pouvoir travailler avec les opérateurs économiques pour qu'ils puissent, à la faveur, n'est-ce pas, de ces 200 milliards, obtenir les financements dont ils ont besoin, puisque eux-mêmes on parle de 800 milliards et l'État a accepté en disant oui, je mets 200 milliards, une ligne de 200 milliards, ça va vous permettre, je garantis à 20%, n'est-ce pas, les crédits, les prêts. Merci, et puis, il faut que ce soit opérationnel et qu'ils le disent ainsi et qu'ils le fassent et qu'on nous dise si ça a été fait. Merci. Une demi-heure pour le deuxième thème. Ils vont le faire. Je conclus que sur cette question de stratégie nationale de développement, l'essentiel des panélistes met davantage l'accent sur la gouvernance. C'est bien cela. Transition. Et puis, deuxième thème. Voilà, parlons donc de cette menace, ou alors de cette suspension annoncée de la robe noire au niveau du barreau du Cameroun. L'annonce a été faite il y a quelques jours seulement, c'était je crois samedi dernier. Et cette mise en œuvre est prévue pour la période allant du 30 novembre au 4 décembre 2020. Les avocats, je l'ai dit à l'entrée d'émission, dénoncent des violences. Et c'est surtout à l'issue de la scène qui s'est déroulée le 10 novembre à Douala, au tribunal de Bonanjo. Alors, messieurs, on va y aller tout de go, hein, parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure. Didier Jimkoa, oui. Au regard donc de... J'ai failli dire c'est l'un des aspects de l'environnement sociopolitique qu'on peut vivre. Regardons de cet environnement-là. Quels peuvent être les enjeux de cette suspension? Quel peut être l'impact dans le fonctionnement quotidien des Camerounais, le fonctionnement quotidien des Camerounais? D'abord, il faut dénoncer la violence, quelle que soit la source, quelle que soit l'origine. Ensuite, vous savez, M. Zipita, la justice, comme les médias, sont des fondements de la démocratie. Ce qui s'est passé l'autre jour au Palais 2000 n'est pas reluisant pour l'image du Cameroun. En temps de médias réticulaires comme les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui est au courant qu'on a bousculé, on a gazé, on a violenté les avocats qui sont quand même une élite, il faut le dire. Ça ne fait pas bien pour les affaires. Pendant qu'on parle des affaires, c'est M. Dancoté qui disait, je cite, on ne cultive pas de l'argent là où il y a du désordre. Maintenant, les menaces, moi je pense que je peux saluer la réaction du gouvernement. Parce que je crois qu'il y a 2 avocats qui ont été libérés. Parce qu'ils ont vraiment menacé. Ils ont posé des conditions, parmi lesquelles donner la liberté, céder la liberté à ces avocats qui étaient embastillés. Sinon, ils allaient refuser carrément de respecter... Parce qu'il faut dire que leur bâtonnier, je crois que le bâtonnier devait, si je m'en tiens au programme de ces obsèques, devait être inhumé ce week-end, malheureusement. Il y a un autre communiqué qui est en train, signé, je crois, par le chef de son village, qui est en train de remettre ses obsèques à une date ultérieure. Là encore, ça fait des ordres. Et je pense que la veuve aussi. Oui, le Cameroun n'avait pas besoin de ce genre de théâtre-là. On n'en avait vraiment pas besoin aujourd'hui. Et lorsqu'on sait que, vous savez, l'histoire est pourvoyée d'arguments. On sait que la crise du Nozo, il y a 4 ans, le départ de la crise du Nozo, c'était la violence, les voies de fait sur les avocats de cette région-là. Donc moi, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Et je ne comprends pas comment des gens d'une certaine intelligence peuvent parvenir à ce niveau de violence. Lorsqu'on regarde les images sur les réseaux sociaux, vraiment, ça ne fait pas honneur à notre pays. Mais plus loin, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à surfer sur les conséquences, parce qu'il y a une cause,
il y a un problème de mœurs. Merci, Il faudrait aussi que le barreau fasse son introspection, son aggiornamento, pour que on puisse le respecter, vous comprenez. Ces enjeux. Vous savez, l'économie ne peut pas se développer dans le désordre. C'est-à-dire que L'argent n'aime pas le bruit, comme on le dit. oui, et puis bon, la justice est, contrairement à ce que l'on croit, l'une des choses les plus importantes pour tout pays. Et dans tout pays, une fois qu'il y a une faille, c'est tout le système social qui est bouleversé. Bon, je ne dirais pas quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé a mis tout le monde KO, comme on dit. Tout ce que le peuple souhaite, c'est que la justice soit rendue chaque fois que cela est possible. Et ces problèmes de corruption, de dessous de table, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont l'impression qu'ils ne servent même à rien d'aller en justice. Et malheureusement, ce qui s'est passé l'autre jour semble conforter cela. Donc je crois que, comme il a dit, M. Mkwa, que chacun essaie de balayer devant sa cour pour que l'impression que les Camerounais devraient avoir de la justice, c'est une justice qui est impartiale. C'est tout ce que moi je pense. Joseph Boutouzé. Oui, Dipita, je crois que les Camerounais cherchent davantage. Les Camerounais sont trop bling-bling. Hein. Ils cherchent davantage du sensationnel, c'est-à-dire que des choses qui peuvent arriver dans tout le pays. Mais on peut pas non plus négliger. Mais au Cameroun, on va en parler de semaines et des semaines. On peut pas non plus mettre dans la catégorie. Vous voyez, il y a des avocats. Ce que les avocats ont subi. Vous savez qu'il y a un schisme au Cameroun chez les avocats parce qu'il ne faut pas qu'on ne le relève pas. Hein. Le barreau est divisé? Oui. Puisqu'il y a des avocats qui sont allés faire allégeance à un Camerounais. Sont-ils sortis du barreau, ces avocats-là? Ils ne sont pas sommaires. Attends, mais Monsieur Dipita, oui. Il y a des avocats qui sont allés faire allégeance à quelqu'un qui a déclaré qu'il a gagné une élection présidentielle au Cameroun, qui s'est fait appeler président élu. Ils sont allés, on a vu, c'était pas en cachette. Et parmi les avocats, qui ont récemment... Je vous laisse poursuivre, mais juste permettez que j'ouvre une parenthèse, parce que je ne peux pas non plus laisser dire ça. Oui. Ces avocats qui sont rendus chez M. Kanto, parce qu'il s'agit de lui, oui, bien sûr, sont ses conseils. Et c'est à l'issue... Non, ils ne sont pas que ses conseils. Ils sont des membres de son parti. Voilà. Et je voudrais vous dire, parmi ces avocats qu'on a donc arrêtés, qu'on a lâchés, c'était des militants connus, actifs de ce parti. Et alors, Monsieur Tampou, ça veut dire que ceux qui ont fait le désordre à Bonanjo ce jour-là étaient bien des avocats qui appartiennent à un parti politique précis qui est dans l'optique de faire du désordre. Non, mais je le dis puisque je vous dis que les deux dont on a relâché là sont des membres assumés qui sont même d'ailleurs des communicants de ce parti dans vos chaînes de télévision. Nous les connaissons. Voilà. Donc, c'est clair que ces avocats sont dans l'optique du déroulement de ce programme, de ce parti qui est du faire du désordre. Et lorsque vous êtes donc des gens qui veulent faire du désordre, l'État camerounais qui est dans son rôle de protéger le Camerounais, la vie, les biens et la tranquillité, reste aussi dans son rôle de maintien de l'ordre. C'est clair. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que pendant qu'un juge a prononcé une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, que des avocats se lèvent et dire que cette décision ne sera pas appliquée, que notre confrère que vous envoyez en prison, là, nous on va voir comment il va sortir d'ici pour aller en prison. Ça peut être accepté dans quel pays? Moi, je trouve même que l'État du Cameroun a été tolérant, totalement tolérant, parce que tous ces bonhommes-là, on devait les embarquer et les amener pour répondre de cet acte, de ces actes-là. Sinon, chacun pourra faire comme il veut. On dit que c'est leur prétoire, c'est leur lieu de travail et tout. Ça veut dire que ceux qui sont enseignants au lycée peuvent se lever et tout casser dans un lycée parce que c'est leur lieu de travail. Ça veut dire que les médecins peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans un hôpital. Il ne faut pas qu'on nous amène des raisons. À partir du moment où certains avocats interpellés sont clairement des figures importantes du MRC, on comprend que ces groupuscules-là
profite de tous les environnements possibles au Cameroun pour créer du désordre. Et l'État ne peut pas laisser prospérer les ordres, sinon l'État ne sera plus dans son rôle. Emmanuel Cognier. Bon, je remercie M. Mboutou de faire, n'est-ce pas, cette apologie de la sauvagerie pure. Et je voudrais lui dire que c'est ce qui a provoqué la crise. C'est tous les jours, vous dites. Nous avons 5000 morts là-bas. J'espère que ce type de discours, puisque nous l'avons entendu, et puis c'est l'arrogance, là, justement, qui fait en sorte que ce pays est dans la situation dans laquelle il se trouve. Et je voudrais dire que quand vous parlez de la justice, il faut noter que dans ce nouveau document, document national de développement, on dit qu'il faudrait qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Ça, c'est écrit dedans. On va vers la séparation des pouvoirs. Mais ça, on le dit, mais on ne sait, on ne dit pas. Mais c'est depuis qu'il y a la séparation des pouvoirs, monsieur. Il y a un monsieur qui est à la fois président du Conseil supérieur de la magistrature, à la fois le patron de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui envoie les lois là-bas, et il a l'exécutif, il a le judiciaire, il a le législatif sous ses bottes. Est-ce qu'il est le patron de l'Assemblée nationale? Oui, puisque c'est lui qui donne le calendrier. De toute façon, c'est lui qui... Toutes les lois qui sont votées là-bas sont les lois qui sont déposées là-bas. Sont les lois qui sont déposées là-bas. Même quand les SGF avaient... Je voudrais vous dire, cher monsieur, vous avez parlé, je ne vous ai rien dit. Vous avez votre diarrhée verbale ne m'a rien fait. Je vous ai laissé parler, mais écoutez-moi également. Permettez-moi de parler. Vous ne pouvez pas dire que les avocats, il fallait les embarquer en c'est clair. ça. Les avocats n'ont rien cassé. Ils n'ont rien cassé là-bas. Ils n'ont rien cassé. Ils ont fait une protestation. La police pouvait arriver. Mais ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement, n'est-ce pas, de les amener à s'en aller. Et comme ils ne voulaient pas partir? Ce n'était pas qu'on les fasse sortir de toute façon. On les a fait sortir, il n'avait pas dit non, on a tiré des coups de feu. Mais on les a fait sortir, l'objectif a été atteint, non? Les coups de feu qui ont été tirés et les avocats qu'on a arrêtés. Mais alors pourquoi le pouvoir recule? Les coups de feu? Pourquoi le pouvoir recule? Il ne faut pas poser des actes de cette nature pour reculer après coup. Emmanuel, il s'agissait du gaz lacrymogène. Oui, même si c'est du gaz lacrymogène, vous ne pouvez pas entrer dans une salle d'audience et puis de tirer. Moi, j'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu des coups de feu. Non, il n'est pas un spécialiste. Je ne sais pas si c'était le gaz lacrymogène, mais j'ai entendu des coups de feu. Donc, ça surenchère des réseaux sociaux. Voilà ça ici. Et quand on dit qu'ils sont partis, les avocats sont partis chez un monsieur, attends, je vous dis, vous n'allez pas créer une république comment dirais-je, de plaisantins à ce niveau. Vous ne pouvez pas dire qu'un président d'un parti politique qui a été candidat aux élections présidentielles, que tout le monde connaît, qui a une valeur particulière bien connue, un Camerounais quelconque. Ça, c'est de l'insolence. Oui, mais Emmanuel, sur cette question... Non, il faut que ce monsieur fasse attention quand il parle. Parce que je crois que M. Moutou pense qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Gardons le temps serein. On finit dans 18 minutes. Et puis, soyez un peu respectueux. Juste une ouverture. Il me semble que le port de la robe est réglementé, non? Bien sûr, le port de la robe est réglementé. Parce que je rebondis là-dessus, parce que on a quand même vu et entendu certains avocats, et même membres du barreau, membres du conseil, effectivement regretter cette sortie-là. Mais même si c'est une faute. D'accord. Est-ce que la réaction là est proportionnelle à la faute? Non, il faut que c'est dit. Mais est-ce que c'est proportionnel à la faute? Même si c'est une faute, est-ce que c'est proportionnel? Moi, je crois que il faut pas parce que les gens... Est-ce que pas parce que les gens pensent qu'ils ont le pouvoir, parce que demain ils n'auront pas le pouvoir. Et si on va vous embastiller, comment vous savez qu'on n'aura pas le pouvoir? Comment vous savez qu'on n'aura pas le pouvoir? Comment vous savez? Après 3 semaines tu seras mort. Comment vous savez? Tu ne pourras pas vivre. Georges, moi, je crois que la sauvagerie, vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie, il faut continuer. Non, pas le sauvagerie. Non, nous, aller encercler quelqu'un chez lui pendant des semaines, c'est de la sauvagerie et rien d'autre. Quand vous aurez le pouvoir, vous ferez pareil. De toute façon, c'est archivé. Vous aurez le pouvoir. Nous sommes en train d'archiver. Est-ce que vous aurez le pouvoir? Nous allons enlever la capitale de Yaoundé. On va mettre en Konsamba et on va voir ce que vous allez devenir. Abraham, une fois. Je vous informe. Et puis, ça va devenir la bourse comme cela. Pourquoi vous vous arrêtez? Allez là où donc prends le nom que tu voulais prononcer. Pas en Konsamba. Laisse Konsamba, vous irez à Abraham. Tu seras, de toute façon, je ne sais même pas où tu étais il y a 3 ans. Peut-être tu étais dans la forêt là-bas. Georges me cabe. Non, pour ma part, la sérénité du cadre. Oui, il a besoin de ça parce qu'il parle de. Il dit en Konsamba alors qu'il voulait dire Abraham. Il dit en Konsamba. Allez-y, Georges Meka. Baham n'est pas au Cameroun. Il faut, à mon avis, recoudre le tissu qui s'est déchiré entre les magistrats et les avocats au niveau du palais de justice de Douala. En vous laissant poursuivre, j'ai bien envie de demander comment. Il y a bien évidemment qu'il faut reconnaître que c'est assez gravissime quand des actes de corruption sont commis par ceux qui sont supposés interpréter la loi, défendre et connaissent
l'entièreté des articles du Code civil et pénal qui régissent des actes de corruption, que des avocats aient, avec leurs clients, eu l'intention de prendre de l'argent et une tentative de corruption avérée des magistrats. Il est vrai que ce qui s'est... la présomption. Hein. Bon, c'est ce qui se dit dans l'information, et que les magistrats n'étaient pas au courant de cet acte-là. Et ce jour même au palais de justice, il n'y a pas eu de décision. Il y a juste eu une affaire qui a été mise en délibéré et auquel les avocats avaient droit de faire un recours. Il y a donc une protestation massive. Il y a toujours un peu plus de nombre de personnes dans le prétoire qu'il y en a dans le banc des magistrats. Il y a peut-être eu une peur, une menace ou des intimidations au vu des voix qui se sont élevées. Il n'y avait évidemment pas besoin d'utiliser une force massive pour les dégager de là. Donc, partant d'une cause à effet, nous pouvons reprocher justement aux avocats corrompus d'avoir déclenché et d'avoir voulu entraîner un grand nombre d'avocats à aller défendre pour une cause que nous savons tous qui est condamnable, punissable par la loi. Donc, l'État a fait un geste d'apaisement en libérant 2 avocats contestataires qui sont aujourd'hui libérés, et sûrement dans les prochains jours, des discussions vont se faire avec le ministère public pour ramener la sérénité dans ce cas-là. Mais l'image a été écornée des avocats, de la magistrature, et qui vient mettre en image ce que beaucoup au Cameroun pensent, que la justice est désormais monnayée au Cameroun. Alors, dès lors, comment, je veux dire, que faut-il pour ramener la sérénité? La question est là, tout le monde, ce sera la dernière, entre ces différents acteurs, les magistrats aujourd'hui face aux avocats un peu en chaîne de faïence, les pouvoirs publics eux-mêmes y ont un œil. Maton Basing, je rappelle déjà qu'il y a le procès des avocats présumés accusés de corruption qui vont passer demain. Le procès aura lieu demain en principe. Évidemment que le barreau et tous les autres avocats ont demandé que ces derniers, tout au moins, puissent comparaître libres, si tant il est qu'il y a un procès qui doit se tenir. On a vu j'ai fait une forme de libération, je veux dire condamnation par sursis de Maître Anfo-Richard et Maître Téménier. 6 mois pendant 3 ans, 5 000 francs d'amende, 28 000 francs de dépens, un geste d'apaisement. Que faut-il faire pour essayer de ramener la sérénité, un peu baisser ce niveau de tension? Je pense que il est difficile aujourd'hui de dire de façon péremptoire qu'il y a une solution, une proposition magique telle que nous voyons comment notre société est organisée. Vous savez, le comportement citoyen doit guider tout Camerounais. À partir du moment où on sort du comportement citoyen, on a beau faire certaines incantations ici. Le comportement citoyen, ça veut dire qu'on fait d'abord un travail pour la patrie. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun par rapport à la justice est le reflet de la société. C'est-à-dire que le Camerounais a accepté de vivre dans des non-valeurs. Ces non-valeurs ne me permettent pas de proposer quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que cet environnement est tellement lourd que vous voyez très bien qu'on essaye, mais qui peut dire demain exactement si telle ou telle proposition peut faire changer les choses? Ce qu'on voudrait tout simplement, M. Dipita, c'est que la justice soit rendue, point à la ligne. C'est-à-dire que chacun fasse son job et que l'on n'ait pas l'impression que à chaque fois que vous avez un problème en justice, il y a des affaires de ce type, comme vous disait mon frère tout à l'heure. Parce qu'en réalité,
ça limite, des gens sont même découragés parce qu'ils se disent que pourquoi vais-je y aller? Alors, la sérénité, c'est dans les comportements quotidiens des uns et des autres. Dans ce milieu-là, je ne pense pas qu'il y ait un bâton magique qui va décider demain, qui va décréter demain que nos comportements changent. Vous comprenez? Avant, on pensait que c'est des gens qui venaient de l'extérieur qui étaient des intermédiaires. Alors, si c'est des avocats qui sont des intermédiaires, cette chose est très grave. Et je pense que même les autorités ont du mal à balayer ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire les comparaisons entre ce qui s'est passé dans la zone anglophone et cette histoire de Bonanjo. L'histoire de Bonanjo, c'est extrêmement grave pour l'éducation des enfants, pour la morale. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je souhaite seulement que la sérénité revienne et que ces gens-là qui sont condamnés à travailler ensemble, à eux-mêmes, que chacun essaie de voir de son côté quelles sont les mesures à prendre pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Didier Imkwa, Oui, ramener la sérénité. je crois qu'il y a deux choses. L'équité et la justice. Monsieur Dipta, voyez-vous, il y a quelque chose qui m'embête depuis un certain temps, depuis les 10 dernières années dans ce pays. C'est qu'il y a des niches de bourgeoisie qui se sont créées, certains par des réseaux, sur la base du népotisme, du clientélisme, de tout ce qu'il y a comme isme. Or, aujourd'hui, ces niches de bourgeoisie se regardent en chien de faïence. Parce qu'en fait, derrière tout ce micmac, tout ce désordre, toute cette entropie, il y a un dénominateur commun, c'est la corruption. C'est la corruption. Et vous savez, là où il y a la corruption, le milieu, il n'y a pas de lumière dans ce milieu. C'est une nébuleuse. C'est des coups bas. C'est des batailles qui n'ont rien à voir avec même le tribalisme. J'ai toujours dit, hein, lorsqu'on pose des problèmes de tribalisme au Cameroun, j'ai dit que c'est les faire valoir. C'est des choses qu'on agite juste parce qu'on veut protéger, ou bien on veut effacer, ou bien on ne veut pas faire voir une situation claire. On agite le tribalisme, soit parce que on est en train de perdre quelque chose, un intérêt, soit parce qu'on va accéder à un intérêt. Et on agite là ce qui est les pouvoirs publics, le gouvernement. J'ai pas de niche des réseaux. Vos alliés. Non, là-bas, ce n'est pas une question d'alliés. Ici, quand on parle d'alliés, c'est les partis politiques. C'est pour ça qu'il faut faire une démarcation entre les partis politiques et puis tout ce qui se passe dans l'action publique. Si on n'est pas dans le droit pénal, l'action publique. Donc là, nous sommes dans l'action publique. C'est pour ça que je parle de clientélisme, népotisme et la corruption. Donc, pour revenir à ce que Emmanuel Kant, qui a beaucoup travaillé sur les questions de meurtre, disait, il faut agir de telle manière que l'action soit une règle universelle. C'est un problème de mœurs. D'accord. Donc, s'il faut sortir de là, ce qui ne sera pas très facile, parce que c'est une nouvelle habitude, le clientélisme, le népotisme, la corruption, mais on sera obligé de sortir de là. C'est qu'on va vivre des situations pareilles qui vont se répliquer un peu partout. Merci. Ça, je pas de nier. Donc moi, je pense que c'est des gens assez intelligents, parce que vous allez voir, magistrats et avocats, généralement, c'est des gens de même promotion, qui ont été à l'université, qui ont fait le droit, pendant que certains allaient à l'ENA, d'autres ont continué à l'avocature. C'est des gens qui se connaissent très très bien, mais je pense qu'ils peuvent, en gentleman, comprendre qu'il va aujourd'hui du patriotisme, de l'image du Cameroun. Parce que ce qui se passait l'autre jour à Bonanjo, comme disait l'expert, ne fait pas honneur à ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'investisseurs aujourd'hui sont frileux d'aller investir au Cameroun. Merci. Si on nous dit que, s'ils apprennent que tel avocat prend de l'argent pour acheter une décision de justice, tel magistrat est prêt à prendre de l'argent pour influencer telle chose, vraiment ça ne fait pas honneur. Merci. Didier Emmanuel Kounié. Oui, je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Ça ne sert à rien de faire du ponce-pilatisme ou de faire la politique de l'autruche. La CONAC
a classé la justice, la douane, dans le top 3 des administrations les plus corrompues. Ça, c'est fatalement vrai. Donc, ce qu'il y a, c'est que il faut assainir ce milieu. Tant que le milieu n'est pas assaini, on va faire semblant de... Non, il faut assainir ce milieu. Et puis, le système judiciaire lui-même a un problème. Parce que le système judiciaire francophone, hein, parce que quand vous prenez un jeune gars qui a 27 ans, 20 ans, vous l'amenez à l'ENAM, il sort à 24 ans, il devient magistrat, il a beaucoup de tentations. Et puis, il est au début de sa vie. Il doit se marier, il doit acheter la voiture, il doit se construire la maison, il doit. Et puis, vous lui présentez, c'est-à-dire qu'on le met au feu de la tentation. Dans le système anglo-saxon, dans la common law, par exemple, on ne devient pas magistrat en sortant d'une école. On choisit les magistrats parmi les avocats qui ont un cursus, qui ont des états de service avérés et qui ont vécu. Et c'est eux qui deviennent des magistrats. Donc, le système lui-même se prête à ça. Et puis, ces magistrats sont mal payés. Ils sont mal payés, c'est-à-dire que, tel que ça se présente, franchement, nous allons faire semblant de faire du saupoudrage, de dire non. Et le système lui-même, quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est au pouvoir, non, je dis que c'est le système ainsi. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui nomme tout le conseil électoral, qui nomme tout le conseil constitutionnel, qui nomme tous les sous-préfets et tout, et qui dit allons aux élections, il est candidat. Mais vous ne pouvez pas parler de justice dans un tel environnement. Ça, c'est la violence. Fatalement, ça fait que la justice ne peut pas être juste. Merci. Une justice qui n'est pas juste. Et quand la justice n'est pas juste, vous parlez de documents de stratégie et tout ça. Aucun homme sérieux, bien équilibré, ne va venir mettre son argent dans un environnement pareil. Georges Mekabesolo, pour terminer. Moi, je peux parler. Ah, d'accord. Allez-y. Non, vous y allez. Et puis Ah non, lui, il avait déjà dit un mot. Oui, Joseph, pardon. J'ai juste confondu. Allez-y, Joseph. Oui, je voudrais dire qu'il y a la sérénité au Cameroun. Hein. C'est vrai que les avocats ont annoncé une grève. Attendons d'abord que la grève arrive. Donc il n'y a pas de sérénité, je veux dire, s'il y a annonce de grève. Non, mais pour le moment, il y a la sérénité. L'annonce d'une grève ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sérénité. Attendons, parce que le gouvernement et les autres acteurs sociopolitiques peuvent désamorcer une grève. Il y a eu des annonces de grève qui ont été négociées et puis c'est fini. Donc ne parlons pas comme s'il y a le feu là maintenant. Je suis sûr qu'entre maintenant et... Ils ont parlé, je crois, du 5 décembre. Lundi 4 décembre. Non, du 30 novembre au 4 décembre. Au 4 décembre, voilà. Je crois qu'entre-temps, il y a des institutions qui peuvent prendre la tâche avec les avocats pour essayer de négocier. Tout doit se passer par la négociation. Toute autre chose ne peut pas prospérer. Et je suis sûr qu'il y aura un instant de négociation entre les deux parties. Ce que les avocats reprochent au gouvernement et ce que le gouvernement peut reprocher aux avocats et tout. Mais il y aura forcément une négociation et je pense que la sérénité actuelle, du 30 au 4, on va toujours l'observer. Merci. Moi, je dis que c'est calme au Cameroun. Il ne faut pas qu'on invente toujours une guerre qui n'existe pas. Et monsieur Kounié, moi je ne vais pas laisser qu'il passe son temps à vouloir dire que les gens ne sont pas normalement constitués. Il faut qu'il arrête de... Merci. Il faut qu'il arrête des paroles. Nous sommes en fin de... Non. Il faut qu'il arrête des paroles. Nous sommes en fin d'émission. Georges Mekaba dit le mot de fin. Merci, messieurs. Arrêtez vos paroles. Georges Mekaba dit le mot de fin. Parce que vous-même, vous êtes un instable. Je vous en prie. Vous êtes un instable. Voilà. Parce qu'à quelques jours... On a bien échangé, c'est pas la fin qu'on va gâter des élections municipales, vous avez démissionné. Merci, Joseph. Du SDF le mot de la fin, Georges. Candidat au MSC pour... Georges a le mot de la fin, monsieur. Emmanuel. D'insulter les gens. Georges a le mot de la fin. Allez-y, Georges. Arrêtez ça. Vous, les gens du MRC là, s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter Joseph. On ne va plus tolérer que vous insultez. Joseph. Emmanuel. Et toi, vas manger ton macabo et tu restes. Non, s'il vous plaît. Pour terminer, je crois qu'ensemble, nous devons nous réconcilier. Comme c'est un de nos objectifs au Parti camerounais pour la réconciliation nationale et sur cette table également, et espérer avoir un Cameroun meilleur, que tous les fils et filles du Cameroun se mettent ensemble pour un objectif du Cameroun d'abord, d'un Cameroun qui libère ses énergies et d'un Cameroun qui, au travers de cette nouvelle stratégie de développement économique,
transforme son mode opératoire en un bataillon d'intervention rapide économique. C'est à ce prix-là que nous allons rattraper le retard et accélérer le développement pour le bien de tous et pour tous les Camerounais. Et je voudrais vous remercier à vous. Je voudrais vous remercier, chers amis téléspectateurs, vous qui êtes à la maison. Remercier également les panélistes sur le plateau. Ne vous fiez pas systématiquement au petit titillement qu'on vit ici. Et je peux vous rassurer que derrière cette émission, Emmanuel Joseph et tous les autres rentreront dans l'amitié. Bonsoir et à mardi prochain. Merci.